D'aussi loin que je me rappelle, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je voulais être milliardaire. Donc je me dis je vais faire trader et puis après, quand j'aurai fait du cash, je deviendrai entrepreneur. Et après, je veux devenir milliardaire. Exactement. On s'est rencontrés il y a 10 ans. T'étais le stagiaire juste avant moi chez Goldman Sachs. Le téléphone sonne, tu stresses. Tu me remets la boule au ventre, mec, juste de me rappeler ce truc-là. Je viens de croquer dans le sandwich. Donc évidemment, ça sonne une fois. Ma boss à ma gauche voit que je suis comme as, la bouche pleine, tu vois. Donc je réponds pas. Elle me regarde, mais hallucinée. Mais tu fais quoi là? Ça sonne, crash. Moi, tu me racontes tout ça, je suis agi, mec. En me regardant dans les yeux, tu me dis, mec, dans cette boîte, ça peut déraper à une vitesse. Typiquement, tu penses qu'il y a des bonnes chances que ça baisse. Tu te mets long gamma sur le downside, mais un spot, t'es hedgé. La bourse, elle baisse. Tu peux gagner énormément d'argent. Je démissionne et je me casse, créer ma première boîte. J'étais trader à Londres. Là, t'es là à faire les démarches du RSA. Tu te prends un petit coup d'humilité dans la tête, quoi. C'est un truc que t'avouais que t'étais au RSA? Non. Et le repas de famille, il y a tout le monde autour de la table. Et là, à un moment, tu commences à mentir. Le meeting commence et tout. Et je me rappelle, j'avais un vieux PowerPoint dégueulasse. À un moment, il me coupe la parole. Il fait How much you want? $500,000 euros. Ok, donne. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est jamais arrivé de l'histoire de l'humanité. Le prix de la ligne de code, il a été divisé par 10 000. Moi, je m'occupe du dev et je nous fais un produit world class level. Toi, tu as cet unfair advantage pour faire un go-to-market. Associons. Notre idée, c'est tous les mois s'associer au moins à une nouvelle personne. Et donc là, mec, je hurle dans la salle. Il y a Henri Daviva pour toi! Là, il y a un blanc, mais comme ça, tu vois. Là, je me dis, pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Et là, il y a Nico, ce bâtard, mec, il m'envoie par mail une photo de Thibaut Courtois comme ça qui est là, en train de hurler, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métier de rêve. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'on est disponible aussi en audio sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. Et aussi, je vous dis juste un truc, c'est que c'est hyper important de vous abonner. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans être abonné, donc abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, on est avec Anthony Munoz Cifuentes. Je révélerai juste après comment on s'est rencontrés, mais Anto, est-ce que tu peux, en 2 mots, te présenter rapidement ? Écoute, salut Marco, ravi de faire ce podcast avec toi. Donc moi, c'est Anthony, je suis CEO de plusieurs startups et j'étais trader avant. Très bien, alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a 10 ans, donc en 2015. Tu as été le stagiaire juste avant moi chez Goldman Sachs. Tu avais passé 6 mois et tu avais quelques jours, je crois, max 1 semaine pour me former. J'ai compris à ce moment-là que j'arrivais complètement chez les fous et tu m'as fait paniquer. Tu étais un peu le seul mec normal dans cet univers, mais malheureusement, tu partais. Bon bref, on aura l'occasion d'en parler juste après. Alors Anto, est-ce que tu peux, on va commencer au début, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu tu as grandi, quelles études tu as faites et un peu dans quel état d'esprit tu étais quand tu avais 17 ans, si tu t'en rappelles? Ouais, carrément. Donc moi, je viens de l'Est parisien, du 93. J'ai grandi dans une famille, je dirais, classe moyenne, tu vois. Et par contre, au collège, j'étais en ZEP. Ça a beaucoup influencé la façon dont je vois le monde, pas mal de choses. T'étais où en ZEP? À Neuilly-sur-Marne, à Balzac, qui est un collège quand même vraiment ghetto, tu vois. Genre, je rentre pas dans les détails, mais vraiment, vraiment ghetto, tu vois. Et c'est un milieu dans lequel, non seulement la réussite, t'en parles pas, mais c'est un sujet tabou. T'es un peu un bolos si tu parles des études. Enfin, t'es pas un peu un bolos, t'es clairement un bolos si tu parles de ces choses-là. Mais même, mec, enfin, moi, j'étais quand même driven, tu vois. Je voulais aller loin. Donc, j'enchaîne après lycée, etc. Et je me dis que moi, je voulais être trader. Donc, je fais des études à Dauphine. Attends, mais juste, je t'arrête, mais donc du coup, comment ça se fait? Enfin, si t'es entouré de plein de gens qui sont pas trop drivés, comment ça se fait que toi, t'es en mode, moi les gars, c'est trader, moi. Franchement, je saurais même pas te dire. D'aussi loin que je me rappelle, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je voulais être milliardaire, tu vois. Mais Okay. D'aussi loin que je me rappelle, genre vraiment, j'avais 6 ans, je répondais des trucs comme ça. Donc, franchement, je saurais même pas te dire. Je me suis déjà posé la question, comment ça se fait que j'avais ces ambitions, etc. Presque inné, tu vois. Et apparemment, mon père, quand on lui demandait qu'il était petit, il disait pareil. Milliardaire. Ouais, il disait ça aussi. À un moment, quand j'ai dit ça à mes grands-parents, ma grand-mère m'a dit, tu sais que ton père, il disait pareil quand il était petit, tu vois. Donc, je sais pas. Peut-être que ça vient de ça. Peut-être que je l'ai entendu dire quand j'étais petit, tu vois. Et donc, moi, en fait, j'avais un plan. Je suis le genre de mec, j'ai un plan. Et mon plan, ça a toujours été d'être entrepreneur. Mais je me suis toujours dit, pour être entrepreneur, il faut du cash. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour faire du cash? Parce que j'en avais pas du tout au départ. Et j'ai vu le film À la recherche du bonheur de Will Smith. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu, il paraît qu'il est ouf, ouais. Ah mec, il est dingo. Tu vois un mec, en fait, il part vraiment de la street, mais genre, il a pas de maison, en fait. Hein. Il n'a pas de maison et il découvre le métier de trader. En fait, il voit un mec dans le taxi, il dégaine un pourliche de $100 et il dit, mec, c'est quoi ton métier? Genre, tu viens de dégainer $100 de pourliche au taxi, c'est quoi ton métier? Le mec, il dit, je travaille à Wall Street, je suis trader. Il dit, je veux faire ce métier. Le mec, en coupe-vent, lui dit, écoute, tu m'as l'air smart, si tu veux, viens faire les entretiens, tu vois. Bon, il fait les entretiens, il arrive à devenir trader, il devient très riche.
Donc, moi, je vois en ce mode film. Jonah Hill dans le Loup de Wall Street, quoi. Je sais pas si tu vois. C'est ça, mais sauf que lui, c'est vraiment, tu sens, en fait, il est brillant, tu vois, tu sens que le mec est vraiment brillant. Et du coup, je me suis dit, attends, mortel, je veux faire ce métier. C'est là que j'ai découvert le métier, tu vois. Le film m'avait marqué. Donc, je me dis, je vais faire trader. Et puis après, quand j'aurai fait du cash, je deviendrai entrepreneur. Et après, je vais devenir milliardaire. Exactement. Toujours cet objectif-là. Exactement. Genre ça va changer. Et donc, du coup, je fais Dauphine, parce que je voulais quand même m'amuser dans mes études. J'étais pas chaud l'arc prépa maths P, grande école école d'ingénieur. Je savais que pour faire ça, il fallait vraiment mettre sa life de côté. En tout cas, moi, ça me terrifiait. Je pensais vraiment que tu mettais complètement ta vie de côté. Aujourd'hui, je regrette peut-être. Je pense que c'est peut-être pas tant que ça. Tu vois, j'aurais aimé connaître cette expérience. Mais bon, du coup, je fais quand même Dauphine, ce qui est pas mal. De ta ZEP, du collège, du lycée où tu étais, il y en a beaucoup qui vont à Dauphine? En fait, c'est ça. Au collège, moi, je savais même pas c'était quoi une école de commerce, une université, mais genre vraiment pas. La seule chose que je savais, c'est qu'en troisième, tu avais un choix entre seconde générale ou pas seconde générale. C'est la seule chose que je savais, tu vois. Et je me rappelle d'ailleurs que la plupart des gens, ils disaient, mais mec, seconde générale, tu crois que je vais faire des calculs ou quoi? Jamais de la vie, je fais ça, tu vois. Vraiment, pour eux, c'était la honte presque de faire une seconde générale. Et quand même, j'avais conscience de me dire, avec le peu de conscience de choses que tu comprends quand tu as 14 ans, je me disais quand même, c'est chelou qu'ils trouvent que c'est la honte de faire le truc qui m'a l'air quand même d'être le bon truc, quoi. Je m'étais toujours dit, putain, c'est dommage, tu vois. Donc bref, jusqu'à la terminale, je connais rien à l'orientation, rien du tout. Et je découvre vers le début de terminale, tu sais, à l'époque, ça s'appelait APB, la même année, donc l'équivalent de Parcoursup aujourd'hui, je crois que ça s'appelle. Et donc, je postule aux différents trucs, tu vois, et je découvre qu'il y a une université qui est pas mal, qui s'appelle Dauphine. Pourquoi c'est pas mal? Parce que c'est une université, mais c'est un peu une école de commerce. Mais du coup, tu peux quand même... Enfin, t'as pas le côté prépa où tu perds ta vie pendant 2 ans. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Et je découvre, mais ça, je le savais pas quand j'ai été pris, je découvre qu'en fait, chaque année, mon lycée, il y a une personne qui passe. Parce que je savais qu'une personne de la promo avant moi avait été prise. Je sais qu'une personne après moi a été prise. Et 2 ans après moi a été prise, tu vois. Okay. Donc, sur un lycée, genre... je sais pas, on avait genre 6-7 terminales, tu vois. À chaque fois, tu avais un mec qui allait à Dauphine. Donc, moi, j'ai eu ça. Et pour l'anecdote, j'étais liste d'attente numéro 2. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai été pris à la fin. Parce que je n'étais pas liste d'attente numéro 1, mais numéro 2, tu vois. Okay. Alors, j'avais une mention très bien au bac. Okay. Et donc, moi, je me suis dit, quand j'arrivais à Dauphine, je me suis dit, mais je vais me faire ravager. Enfin, je pensais que j'étais un bon élève. Je vais me faire ravager. Je suis liste d'attente numéro 2. Et en fait, j'arrive et je me dis, mais je suis largement plus chaud que la plupart des gens. Ah ouais? En fait, je découvre quoi? En fait, ils prennent par exemple, Janson de Sailly. J'arrive à Dauphine, tout le monde se connaît. Moi, je pensais, non, personne va se connaître. Moi, je connais personne, donc normal. Ils prennent un peu des gens de partout. Et je vois, tout le monde se connaît. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils se connaissent déjà? C'est jour 1. Et je découvre Janson de Sailly, sont 8 de la même classe. Je fais, mais attends, mais ils ont tous pris, genre, ils prennent toutes les promos de l'Ouest parisien. Et je me rends compte qu'en plus, c'est des mecs, ils avaient mention assez bien en bac. Et je me dis, mais ouais, c'est pas tant méritocratique que ça, quoi. Parce que je vois clairement des gens moins bons que moi qui sont ici à Dauphine. Et je me dis, ouais, c'est parce qu'ils viennent de l'Ouest parisien. Enfin, bref, ça, c'est pour la partie Dauphine, quoi. Donc, ouais, peut-être c'est des lycées qui connaissent bien, où ils ont l'habitude, et peut-être toi, ton lycée, ils ne le connaissaient pas trop, et donc, du coup, ils en prenaient aucun. C'est ça, mais après, je suppose qu'il y a des dossiers, etc. Et... Ouais, c'est censé être un peu ça. C'est sur mais quand dossier. tu connais pas le niveau du lycée, tu te dis peut-être... C'est vrai. Mais c'est vrai que et la mention au bac, ça arrive trop tard, en fait, quoi. Non, voilà, tout à fait. Ok, donc tu arrives à Dauphine, finalement, tu as un niveau qui est pas si mauvais par rapport aux autres. Comment tu vas réussir de là à rentrer chez Goldman Sachs? Je me rappelle qu'il y avait, je sais pas, ça existe toujours les trucs comme ça, mais les gens, ils se partageaient les mots de passe des intranets des top écoles de commerce. Okay. Et je tombe sur l'intranet de HEC. Et du coup, je vois des offres, elles n'existent même pas sur le marché, tu vois. Elles n'existent même pas. Et donc, je suis sur l'intranet d'HEC et je vois une offre pour Goldman. Je postule, on m'offre un entretien, tu vois. J'avais postulé à différents trucs. Franchement, pour l'anecdote, j'avais postulé à BBVA, HSBC, 2 postes à la BNP, un en trading, un en structure, et Goldman Sachs. Franchement, je suis pris à tous. Je suis pris à tous, sauf Goldman. Okay. Donc, j'ai le seum et tout, je ne suis pas pris à Goldman. Donc, je commence à rentrer dans le process avec BNP, parce que je trouvais que c'était le poste le plus stylé, tu vois. C'était quoi? De Trading Exot. Okay. Trading Exot. Et là, je suis très avancé dans le process avec BNP et j'ai un appel de notre boss à tous les deux. Okay. Donc, ça démarrait bien la relation avec elle, tu vois. Elle m'appelle, elle me fait « Ouais, écoute, salut Anto, ouais, c'est un tel de Goldman.
En fait, il y a eu des galères et tout sur les entretiens et en fait, t'es pris, tu vois. Parce que t'es chaud de venir. Et du coup, moi, je me dis, mais ultra chaud de venir, tu vois. Je dis oui direct. D'accord, tu avais fait les entretiens quand même chez Goldman, quoi. Tu étais arrivé jusqu'aux entretiens. Alors, on peut en parler de ça. Goldman, je me rappelle, c'était un vendredi. J'arrive à midi pour les entretiens. Et l'entretien, ils me le mettent à midi. A priori, t'as pas déjeuné, c'est normal. Ouais. Avec les entretiens, ils ont fini à 17h. Le dernier entretien, c'est avec le partenaire de l'époque, le boss de la France, tu vois. Et il arrive à 17h, il fait écoute, tu vas bien, est-ce que tu as mangé? Moi, je me dis évidemment que je n'ai pas mangé. Mec, je suis là depuis midi, vous m'avez fait 5 heures d'entretien de suite, c'est évident que je n'ai pas mangé. À 17h, le mec, il pense à te dire est-ce que tu as mangé? En fait, c'est quand même empathique de sa part. Ah non, mais je l'ai trouvé super. Il peut ne pas avoir l'histoire d'avant, se dire je suis là à 17h, peut-être le mec il a commencé à 16h ou max à 15h30, tu vois. Ce qui est cool je me rappelle très bien que donc les différentes personnes qui font les entretiens avec différents styles, des gens très très agressifs dans leur style, type tu vois, qu'on a connu ensemble. Lui, c'était genre, il me posait des questions, il m'écoutait zéro quand je répondais, et puis il me coupait la parole, il me disait si jamais je te transforme en un nain de jardin et je te mets dans un mixeur, tu fais quoi? Je me rappelle qu'il fait celle-ci. Ouais, et là je me dis ok. Donc, mais je me doute de ce qu'il essaie d'évaluer sur des trucs comme ça, tu vois. Et c'est surtout le côté, je te pose une question, je t'ignore quand tu réponds. Ça, c'est frustrant, tu vois. Mais je suis sûr que c'est calculé. C'était calculé, bien sûr. C'est son style. Pour te déstabiliser, quoi, tu vois. Le stagiaire précédent, tu vois, comme tu le connais, super sympa, qui me fait un entretien bien technique. Et donc voilà, différents styles, différentes personnes. Tous les mecs du desk que tu connais, ils m'ont tous fait un entretien. Et ça termine par... Moi, je me rends pas du tout compte de qui c'est. Il arrive avec un charisme. Enfin, je sais pas, il enveloppait la pièce, une bienveillance, un charisme. J'ai tout de suite capté que le mec était très chaud. Et il se présente, mais dès qu'il rentre dans la pièce, tu vois, le fait que c'est le seul mec qui me demande est-ce que tu vas bien, est-ce que tu veux quelque chose, un café, de l'eau, est-ce que tu as faim? Ouais. Et donc, bref. Tu dis que t'as pas bouffé? Tu dis j'ai pas déj, je suis en train de... Non, je fais ça va. Non, je fais ça va. Je sens qu'il y a un mec qui pèse, qui arrive, je vais pas lui dire ouais, je veux bien manger, je veux bien un café. Je sais pas, je me dis, mon instinct me dit qu'il faut mieux dire que tout va bien. Et donc tu fais cette série d'entretiens et t'es pas pris quoi à la base quoi. À la base tu te dis je suis pas pris ou t'as pas de réponse ou... J'ai pas de réponse, j'ai plutôt pas de réponse, donc j'avance avec les process jusqu'à ce que la fameuse personne là m'appelle pour me dire en fait il y a eu un micmac, on s'est mal compris dans les votes. Là, je me rappelle, elle m'avait dit ça. On s'est mal compris dans les votes ou alors il y avait des personnes qui n'avaient pas voté, que sais-je. Donc déjà, je me rends compte qu'en gros, il y a un processus de vote, qu'en gros, tous les gens que j'ai vus, ils ont voté. Et je suis pris. Et je me rappelle d'ailleurs maintenant qu'il y a cette idée du processus de vote parce qu'il m'a été rappelé par certaines personnes du desk. Ah, mais moi, j'avais pas voté pour toi, tu vois. Donc, il y a un peu cette idée de, tu es toujours en finale, en général, contre quelqu'un qui est a priori quasiment aussi chaud que toi. Et des fois, ça se joue à peu de choses, tu vois. Ça se joue à rien, ouais. Des fois, ça se joue à rien. Donc, tout le monde est chaud, mais... est-ce que c'est toi qui gagne ou pas? Bon, il y a des moments où tu vas juste être beaucoup plus chaud et d'autres moments, ça se joue à peu de choses, ta personnalité ou quoi. De ouf. Et c'est intéressant d'ailleurs comme concept. Et je pense que c'est la même chose dans la vie tout le temps ou en sport, que la limite entre le succès et l'échec, parfois c'est hyper fin. Tu vois, genre, je sais pas, un match de foot 0-0 et à la fin, tu prends le tir de Colomani, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, genre. Et c'est marrant alors que, tu vois, c'est hyper fin entre les deux. Et si c'est un échec, notre cerveau, il est en mode « Oh putain, faut analyser pourquoi j'ai perdu, machin et ça. » Et si c'est un succès, où t'as quasiment fait autant de conneries que, tu vois, dans l'échec, là, on n'analyse pas. Là, on se dit « J'ai gagné, tu vois, genre, c'est bon, on n'analyse pas, tu vois. » Donc, c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est le classique result-oriented. Quand tu réussis, t'es toujours result-oriented quand tu réussis, tu vois. Mais ouais. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à apprendre dans tes réussites aussi, quoi. Ouais. C'est un peu la morale de l'histoire. Mais je comprends quasiment autant que dans l'échec, quoi. Ouais, mais je comprends la flemme de se dire « Bon, j'ai réussi, je kiffe, quoi. » Je comprends. Ok. Tu vas arriver chez Goldman Sachs, là t'as quoi, t'as 23 ans, tu découvres complètement ça, t'as peut-être vu un peu, c'est ta première expérience en salle de marché à ce moment-là. Quelle va être Non, j'ai déjà bossé en salle de marché à City, j'avais les 9 écrans et tout, je me rappelle, je faisais que des stories sur Insta, j'étais tellement content, tu vois, clavier Bloom et tout. D'accord, t'avais déjà fait un stage avant chez City, ok. Mais quand même, Goldman Sachs, c'est assez légendaire. Ça va être quoi tes premières impressions quand tu vas arriver dans la salle de marché chez Goldman Sachs à Paris? Déjà, tu sens que tu es dans une institution qui a des centaines d'années, qui est extrêmement prestigieuse. Je trouve que les locaux dégageaient un prestige. J'avais vu d'autres salles de marché, tu vois. J'ai jamais vu une salle de marché qui dégageait le prestige et le côté exclusif que faisait celle de Goldman. Donc moi, ça m'avait intimidé. Enfin, j'adorais. Ouais. Mais ça m'avait aussi intimidé. Je me rappelle que j'arrive, donc le boss du desk, tu te rappelles le boss du desk, il me reçoit dans l'ascenseur. Et il me termine direct sur ma tenue. J'avais mis une cravate et tout. Je trouvais que je m'étais relativement bien habillé. Et je me rappelle plus ce qu'il me dit. Ferait ton costard H&M ou je sais pas quoi. Il me termine direct. Tu vois, costard de quelle couleur, genre? Bleu marine.
Bleu marine, ok. Ouais. Et foncé, enfin, ouais, bleu marine, ok. Il était vraiment bleu marine, tu vois. Et donc, visiblement, ça passait pas. Et mon nœud de cravate, j'avais peut-être pas fermé le bouton ici, tu vois. Un truc comme ça. Et donc, il me termine sur le costume et le nœud de cravate. Il me dit, fais mieux ton nœud de cravate. Genre, vraiment, il m'accueille en bas du building, il me fait monter dans l'ascenseur, il me termine direct. Ok. Donc, moi, il me déstabilise direct, tu vois. Je me rappelle, il m'a déstabilisé de ouf, tu vois. Donc, j'arrive au desk et tout, et on me présente les gens. Et là, je t'avais raconté l'anecdote, un des premiers jours, là, il y a notre boss qui me demande d'appeler trading pour les charges, tu vois. Ouais. Je t'avais raconté ça? Je crois pas, vas-y. J'appelle le trader que tu connais. Et en fait, ça fait genre 1 jour ou 2 jours que je suis là, tu vois. Et elle me dit, tu l'appelles et tu lui demandes les charges Volsto, Gamma, enfin, Gamma, je raconte Volsto, Vega, etc. Ouais. Et donc, moi, je suis même pas sûr de quoi je parle. Donc, j'appelle et je suis alors, bonjour, machin. Ouais, je t'appelle pour. Il me cut instant. Il fait, oh, t'es pas réveillé? T'as besoin d'un café là? Qu'est-ce qui se passe? Va prendre un jus d'orange et rappelle-moi. Il raccroche le nez. Je fais, Ok, bonne ambiance. jour 2, tu vois. Ok. Je fais, ah ouais. Et là, je regarde. Elle fait, mec, réveille-toi, rappelle-le et demande-lui, tu vois. Ok, tu vas pas prendre un jus d'orange. Là. Tu te prends. Ah, non, je vais pas me prendre du tout un jus d'orange, mec. Donc, tu te prends des grosses sauces comme ça. Avec le recul, je pense que c'est bien de secouer les gens vite, tu vois. Je pense que c'est bien. Mais enfin, je ne saurais pas quoi dire. Il faut secouer les gens parce qu'il a raison. Il fallait que je sois plus punchy. Il n'a pas le temps, tu vois. Il n'a pas mon temps. Mais en même temps, c'est pas lui de savoir que c'est mon jour 2, tu vois. Non, franchement, Ouais. je trouve qu'il n'a rien fait de mal. Il a rien fait de mal. Il a raison, tu vois. Donc, ce qui est certain, c'est que la leçon que j'ai retenue sur ça très vite, c'est faut être vif, tu vois. Et après, je crois même pas, quelques jours après, il y a eu la fameuse anecdote Ouais, Simon Morris. Ouais, vas-y, attends, on va partir sur Simon Morris, mais juste pour rebondir là-dessus, il peut te dire gentiment, tu vois, t'es pas obligé de dire, vas-y, va prendre un café, réveille-toi, garçon. Enfin, tu vois, tu peux dire au gars, écoute, Oui. mec, juste, voilà, franchement, nous, on a peu de temps, prépare mieux ta demande quand tu m'appelles, t'as tous les éléments, tu me les donnes, tac, tac, tac. Moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Ça prend pas plus de temps d'expliquer ça. Tu peux être gentil, tu vois, t'es pas obligé, mais bon, bref. T'as différents styles, tu vois. Il y avait des mecs sur le desk, on les connaissait, qui étaient plus gentils, plus bienveillants. Ouais, il n'y en avait pas Mais beaucoup. tout le monde était, mais tout le monde était direct. Mais vraiment, après recul, Non, mais direct, c'est bien. ouais, on est d'accord. Comme Voilà, c'est direct, plus de cassant. Oui. Ouais, de chier un peu sur le gars, tu vois. Ouais. J'aimais bien ajouter, tu vois, qui Oui. lui prenait plus de temps, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, Oui, c'est vrai. tu vois, direct, tu vois, c'est pas méchant. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Donc, effectivement, moi, premier jour de stage, en fait, où je viens, j'avais négocié avec la directrice de mon master, tu vois, à l'ESCP, pour sécher quelques jours de cours, parce que je terminais le 30 juin, et les gars, enfin, tu connais Goldman, quoi. Ils m'ont dit, OK, tu viens, mais il faut que tu commences le 1er mai. Je disais, le 1er mai, il me reste 2 mois de cours, dont mes partiels, dont mon mémoire et tout ça. Ah, je me rappelle pas de ça. Ma directrice de l'ESCP, elle me dit, non, mais écoute, c'est Goldman, ce qu'on va faire, c'est très simple, trop sympa, la meuf. Elle me dit, les partiels, tu sais quoi, tu vas les passer 2 mois avant tout le monde, dans mon bureau. Si tu dis le moindre truc à quelqu'un d'autre et de ça, je t'ouvre, tu vois, je t'ouvre. Ah, je savais même pas ça. Ouais, elle me fait les partiels comme ça, machin, je les passe. Le mémoire, au début, la directrice, au début de l'année, tu vois, elle me dit, bon, les gars, c'est très simple. Priorité numéro 1 du semestre, trouver un stage, trouver un job. Numéro 2, valider les partiels. Numéro 3, le mémoire. Moi, je l'avais pris à la lettre, mec. Exactement. Propre, très propre. Je faisais un mémoire sur la vol, machin, enfin sur sur le VIX, tu vois, sur l'indice de volatilité des marchés. Le mémoire, directrice de jury, enfin, dans mon jury, il y a ma directrice et il y a 2 autres gars, tu vois. Je finis de présenter mon mémoire. Elle dit aux 2 autres gars du jury, elle fait, vous pouvez sortir s'il vous plaît, je veux juste m'entretenir avec Marc, tu vois. Et donc là, les 2, ils sortent comme ça. Elle me dit, bon, je t'avais dit que c'était pas important le mémoire, mais là, c'est un torchon que tu... Tu sais combien elle me met, la meuf? 16, 14. Ouais, 13. Ils me mettent 13. En moyenne des 2, tu vois. Donc, je pense que limite, elle m'a mis 18, les 2. Les autres, ils m'ont mis, je sais pas, 9, quoi, tu vois. Mais, ouais, non, délire. Donc, hyper sympa, la meuf, tu vois. Et donc là, malgré tout, je commence début mai. Et malgré tout, tu connais Goldman, ils me regrattent un peu. Ils me disent, OK, tu commences début mai, mais il faut que tu viennes 3-4 jours avant. Tu fais des jours isolés comme ça, où tu saches les cours, machin, et tu viens pour te former, parce que tu vas commencer début mai. Mais nous, on veut que tu sois déjà formé, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, dans ces journées-là, je viens, et c'est là que tu m'as formé, quoi, du coup, en 3 jours. Donc, je prenais mes notes et tout ça. Et là, tu me racontes cette fameuse anecdote qui m'a traumatisé, l'anecdote de Simon Morris, quoi. Je te laisse nous raconter. En gros, ce qu'on me dit très vite, c'est que quand tu es sur un desk de trading, donc tu vois, tu as des consoles comme ça, avec plein de petites lumières qui correspondent aux appels. Tu connais les chiffres qui correspondent à ton desk. Donc, c'est toujours le plus junior du desk qui répond, tout le temps. Dès que tu es au-dessus du plus junior, tu ne décroches pas le téléphone, tu vois. On est un peu les secrétaires du desk. Et la règle, c'est après une sonnerie,
Une sonnerie. Hein. Donc, dès que tu as la deuxième, ça veut dire que du coup, la personne n'a pas répondu. Ouais, donc, le gars concerné pour qui était l'appel, c'est ça. Le destinataire de l'appel ne va pas répondre. Donc, c'est aux stagiaires, aux juniors de Exactement. prendre l'appel. Donc, en gros, ça sonne sur ta console, une sonnerie, tu réponds direct. Si ça sonne sur la console de quelqu'un d'autre, c'est pas tes numéros. Une sonnerie, t'ignores, c'est censé être le junior de l'autre desk. 2 sonneries, là, c'est pour toi, tu vois. Ouais. Peu importe que tu es en train de faire un truc, hein. Ouais. C'est genre, il n'y a pas de sonnerie. Donc, on tombe sur un de ces fameux jours où ça sonne une fois, c'est pas mon desk. Donc, déjà, tu es tout de suite en stress. Hein. C'est, le téléphone, il sonne, tu stresses, tu vois, parce que je te dis, putain. Deuxième sonnerie. Tu me remets la devant, mec, juste de me rappeler ce truc-là, mec, c'était un enfer, mec, vas-y. Et donc, tu sais, le anecdote dans l'anecdote, mais genre, t'es en train de mâcher ton sandwich. Je me rappelle qu'à un moment, ça sonne, c'est mon desk. Je viens de croquer dans le sandwich. Parce qu'évidemment, hein, t'as pas de pause déj en trading, tu vois, tu manges devant ton écran. Je viens de croquer, ça sonne une fois, et je vois que ma boss à ma gauche voit que je suis comme as, la bouche pleine, tu vois. Donc, je réponds pas. Elle me regarde, mais hallucinée, complètement hallucinée. Elle fait, mais tu fais quoi là? Ça sonne, crash. Mais elle me regarde. Je te l'avais raconté ça là, non? Non, elle t'a dit crash. Mec, elle me dit crash, mais surtout, la façon dont elle me regarde, c'est en mode, mais mec, t'es sérieux là? Ouais. T'es sérieux? Genre, t'as réfléchi à ça? Donc, c'est ça l'ambiance, tu vois. Donc, bref, donc t'es vraiment stressé quand ça sonne. Okay. Donc, ça sonne une deuxième fois, ça décroche pas, je fais, ah bon, celui-là, il est pour one, tu vois. Je décroche et tout, tu vois. Et là, il y a un mec avec un accent, mais genre, il me dégaine, hey, it's Simon Morris for JP. Et là, moi, je suis arrivé, j'ai à peine compris. Je fais « Excuse me, who is it, please ?» Oui, parce que la règle, c'est quand tu te fais appeler, en fait, c'est tout de suite, ils savent très bien qu'il y a un secrétaire, un junior qui répond. Et en fait, les mecs disent direct leur nom et à qui ils veulent parler, tu vois. Ouais. Donc, toi, tu es censé mettre mute et crier dans la salle de marché « Ouais, JP, il y a un machin pour toi. » Ouais. C'est la règle, tu vois. Donc, le mec, il me dégaine et en fait, j'arrive pas à comprendre son nom. Là, je me dis du Sam Morris, un truc comme ça. Je suis Maintenant que je l'ai répété tant de fois, ça me parle, tu vois. Je me dis, putain, c'est compréhensible. Mais à l'époque, je ne comprends pas. Donc, je me dis, je ne peux pas crier dans la salle de marché. Ouais, JP, il y a un qui veut te parler, tu vois. Je me dis, je ne peux pas faire ça, tu vois. Je ne peux pas décemment faire ça. Ouais. Donc, je lui demande de répéter. Je sens déjà l'agacement et il me redégaine, mais c'est ça, maman. Un truc comme ça. Je fais, putain, fais chier, tu vois. Et là, je me dis, panique ultime, parce que là, je me dis, j'ai toujours pas compris. Est-ce que je lui demande de répéter une deuxième fois? Donc, il doit me dire 3 fois son nom. Je fais le choix de lui redemander encore de répéter. Ouais. Et là, le mec s'énerve, il me redit, mais il s'énerve. Donc, je suis en mute, et du coup, je me résous à dire JP, il y a ce machin qui veut te parler. Ouais. Et évidemment, il me regarde, il fait hein, qui veut te parler, tu vois? Il prend le call et tout, bon, ça se passe, tu vois. Le call se termine, et donc Tu reprends ton sandwich? Non, ça, c'est pas le même jour, ça. Ah, ok, d'accord. Le sandwich, c'est ça, c'est un autre jour. Et il vient me voir après, tu vois. Et là, je comprends, quand il vient me voir, je dis, ah putain, je vais prendre un retour de bâton, tu vois. Et là, il me fait, mais mec, tu te rends compte que là, il y a Simon Morris, le head du trading de New York qui vient d'appeler? Tu sais pas qui c'est? Attends, tu sais pas qui c'est? Tu lui fais répéter son nom? Mais t'es un ouf! Vraiment, il me dit, il est halluciné, tu vois. Et il me met une soufflante. C'est la première semaine. Hein. Et là, il y a mon boss à moi. Il me prend. Il m'amène derrière, il fait viens, on va boire un verre, tu vois. On va boire un verre d'eau. Ouais. Je fais oh putain, c'est pas terminé, tu vois. Il m'amène boire un verre d'eau, il me secoue, il me fait Anto, mais reprends-toi là. T'étais pas comme ça à l'entretien, moi je me rappelais pas de toi comme ça. Hein. Genre il est physique avec toi? Mais il est pas, c'est pas méchant, tu sais, il me fait un peu genre. Ouais, mais quand même, Non, mais c'est pas. Moi j'avoue, je l'ai pas du tout pris mal. C'était en mode, tu sais, il voulait me dire mec. Ouais. Sois présent. Réveille-toi quoi. Réveille-toi. Un jus d'orange. Prends un jus d'orange, ouais. Et genre. Et genre là, et en fait, tu vois, il y a eu plusieurs anecdotes comme ça au tout début de mon stage. Putain, mec, c'est pas fini là. Tu crois que c'est fini là? Ah, j'ai oublié des trucs. Mec, là, tu reviens à ton desk. Et là, mec, il y a le partenaire qui te ramène dans son bureau. Oui. Et qui te dit, mec, Simon Morris, c'est le partenaire, oui. c'est le boss de exactement. Et juste pour terminer, moi, tu me racontes tout ça, je suis à J1, mec. J'ai juste fait une expérience chez BNP Paribas où tout le monde est chill, tu vois, tout le monde est gentil et tout ça, machin. Mec, tu termines cette anecdote et tu me dis très sérieusement, mec, en me regardant dans les yeux, tu me dis, mec, dans cette boîte, ça peut déraper à une vitesse. Mais tu me dis, genre, je vois que ça rigole pas dans tes jeux. Ouais. C'est à une vitesse, genre, c'est sérieux, genre en mode, t'es là, t'es en train de prendre une bouchée dans un sandwich et tout ça, t'es chill, tu vois. Là, le truc sonne une première fois, on te regarde en mode, il va avaler ou il va cracher? Compliqué, tu vois, très compliqué. Donc, mec, ça m'a terrifié, moi, quand tu m'as raconté ça. Mais au final, c'est bien que tu le savais avant, tu vois, parce que moi, personne m'a fait ce pré-brief. Tu l'apprends vite. Tu le comprends très vite. Mais en fait, tu l'apprends à tes dépens, ouais. tu vois.
Mais bon, je suis sûr que tu as quand même expérimenté des trucs comme ça, où malgré toute la formation, les trucs que je t'ai dit, tu te prends des douilles quand même. C'est une dinguerie. Moi, j'avais le. Donc, tu sais, t'as toujours l'autre junior, tu vois. T'as toujours un autre gars qui est le sous-fifre en chef. Tu vois. Ce qui est cool, c'est que t'es pas l'unique sous-fifre en chef, tu vois. T'en as un. Donc, moi, c'était le mec qui était en stage au Cash Equity, tu vois. Nico, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, quand ça sonnait une première fois et que c'était ni pour son desk ni pour le mien, on se checkait, tu vois. On disait, genre, qui va prendre et ça, tu vois. On pouvait se faire un petit mec, s'il te plaît, et ça, tu vois. Et donc là, ça sonne pour ce même JP, tu vois, qui était le numéro 2 de la salle, qui était un mec important. Quand sa ligne, elle sonne, tu te dis, putain, j'espère être soit en ligne, avoir une excuse. Ouais, exact. Soit que plus loin, je suis en train de parler à un mec qui est en train de me staffer et ça. Et là, je me concentre sur ce qu'il dit. Genre, en mode, je peux pas décrocher ou quoi, tu vois. Et donc là, ça sonne pour le JP. Et genre là, Nico, il est en ligne, tu vois. Donc je me tourne, je vois Nico en ligne comme ça, il me fait un smile, tu vois. Genre, en mode, mec, ça aide pour toi, tu vois. Donc là, je fais, ah, bâtard, et ça, tu vois, machin. Et donc là, je décroche la ligne, tu vois. Et c'est genre un mec qui me dit son prénom. Pour le coup, je comprends, c'était un Français, tu vois, un de ses clients, on va dire, je sais pas, il y a Henri Daviva, tu vois. Henri Daviva pour lui, tu vois. Et donc effectivement, après, tu mets en mute, enfin, tu mets le mec en hold et tu dois dire à JP, tu vois, ce qui se passe, tu vois. Et en fait, ce dont tu as peur, c'est que. Donc, normalement, tu lui dis, il y a Henri Daviva, et soit il va te dire, il te fait ce signe-là, ce qui veut dire, tu me le gardes en ligne, je vais le prendre. Soit il te fait ce signe-là, qui veut dire, dis-lui d'aller se faire foutre, tu vois. Donc, je suis un peu en panique. Surtout que, tu sais, les deux, ils faisaient des contre-indications. Tu avais le boss qui, à chaque fois, disait, lui, il va se faire foutre, ce connard, machin. Et tu avais son junior qui disait, genre, je vais faire le trade de l'année, tu vois, et ce gars, tu me le gardes, tu vois, machin, tu vois. Et donc, bon, bref. Et en fait, il faut surtout pas le répéter. Ça, pareil, tu m'avais raconté une histoire traumatisante où toi, tu avais dit le truc une première fois, mais il y avait un peu le brouhaha, tu avais pas dit assez fort, genre, il y a Henri Daviva, machin, pas assez fort. Et donc, du coup, tu te dis, merde, il m'a pas répondu, il m'a pas fait le signe, je sais pas s'il a compris ou pas. Du coup, tu le dis une deuxième fois. Il y a Henri Daviva, machin. Et tu m'avais dit, mec, il a pété un câble. Il fait putain, mais il va me le répéter combien de fois, machin. Ouais. Il te saute dessus, tu vois. Et donc, moi, j'étais en panique de ça, tu vois. Et donc là, et en fait, dans la salle de marché, ça peut varier. Parfois, il y a un gros brouhaha, ça trade et de ça. Et parfois, tu sais pas pourquoi, c'est le blanc total, tu vois. Et donc, moi, j'ai ce gars-là, je me dis, il faut surtout pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Anto, tu vois. Et donc là, mec, je hurle dans la salle, mec. J'ai hurlé en mode, tu vois, je mets le truc en haut, je fais, il y a Henri Daviva pour toi. Tu vois, je hurle comme ça, mec. Là, il y a un blanc, mais comme ça, tu vois. Là, je me dis, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Je vois tellement la scène, mec. Genre là, vraiment, genre le mec, il se met, tu vois, il est excluant, il fait attends, excuse-moi, Pascal, là, parce que je sais pas ce qui se passe, là, c'est dans un zoo, là, visiblement, là, tu vois, il me fait, mec, ça va, tu vois. Et là, je me rassois en mode, je pense qu'il a entendu, tu vois. Et là, il y a Nico, ce bâtard, mec, il m'envoie par mail, tu vois, une photo, tu sais, moi, j'ai un gros pif, donc je ressemble à Thibaut Courtois, tu vois, le gardien du Real, tu vois. Il m'envoie une photo de Thibaut Courtois comme ça, qui est là, en train de hurler, tu vois. Mec, c'était trop. Elle est mythique, celle-ci. Ouais, je me rappelle. C'est traumatisant. Mais en fait, tu vois, t'as fini ton école, tu vois. Tu crois que t'as fait une prépa, une grande école de commerce. Tu crois que t'es chaud, tu vois. J'étais prof de maths, moi, machin. Je me prenais un peu pour un chaud, tu vois. J'ai fait 1 an à la BNP où j'étais structureur. Mec, je suis là, je décroche des lignes, mec. Ouais. Je suis là. Et c'est bien. En vrai, c'est pas mal pour l'ego, tu vois. Ça te classe en mode, tu commences d'en bas, gars. Tu vois. Tu commences d'en bas, là, t'es assistant, tu prends les lignes. Tu dois pas te gourer sur le prénom du gars. Tu dois aller chercher les cafés de tout le monde. Exact. J'ai cherché les cafés de tout le monde qui veut un long, qui veut un ristretto. Tu sais, ils faisaient exprès de me casser les couilles. Moi, je veux un ristretto. Mais vraiment, tu me le fais court, hein. Vraiment très court, tu vois, machin. J'allais chercher, tu sais, les sandwichs pour tout le monde. T'allais à la boulange, machin, et tout ça. Tu vas faire les photocopies, etc. Ouais, on a commencé là, quoi. Après, c'est notre époque, tu vois, juste pour rassurer aussi la communauté. Je pense que ça n'arrivera plus aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a vécu dans une autre époque. Aujourd'hui, les banques ne peuvent plus te faire vivre ça, tu vois. Alors, ça, je savais pas que c'était plus le cas, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était excellent. Ah ouais. Les mecs, ils sortent d'HEC, ils sortent des tops écoles. Mec, ils ont un ego. Je me rappelle, à City, on n'aimait pas trop justement les mecs d'HEC. HEC avait un quasi-veto dans la salle de marché parce que l'image qu'il y avait des mecs d'HEC, c'était eux, ils arrivent et ils veulent expliquer aux boss. Les boss étaient notoirement d'écoles, enfin, à mon époque, hein, Ouais. genre TBS et compagnie, tu vois, des écoles un peu moins bien, parce que c'était une salle de marché réputée beaucoup plus chill, on est détente, il n'y avait pas de traders sur la salle de marché à Paris, que du sales. Et les HEC, ils arrivaient, ils voulaient t'expliquer ton taf. Écoute frérot, je suis VP, je suis directeur, t'es stagios en fait. Tu vois. Ouais. Et donc les mecs voulaient pas faire les trucs, voulaient pas aller chercher les cafés, voulaient pas faire les photocopies. Donc moi j'ai toujours pris le côté café-photocopie en mode c'est l'apprentissage du respect de la ligne hiérarchique et de l'humilité en fait. Tu vois, l'humilité. Moi, j'ai toujours trouvé ça très, très bien. Pour le coup. Je suis d'accord. Je dirais pas très, très bien, mais je suis d'accord qu'il y a un entre-deux à trouver. Tu vois, souvent un extrême entraîne un autre. Tu vois, je pense qu'on était dans un extrême vraiment de presque d'humiliation, tu vois. Et là, peut-être qu'on est dans un autre truc, quoi. Mais bon, bref. Faut qu'elle soit faite, les photocopies.
Tu vois, il faut qu'elles soient faites. Je veux dire, c'est pas Ouais, pour mais- t'humilier. Ouais, mais il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce taf, tu vois. Genre, Dans la salle de est-ce marché. que c'est la meilleure utilisation de ton temps, tu vois. Bah, sinon, c'est le temps de ton manager. Il y a des assistants dans la salle de marché, il y a des PA, tu vois. Ah, alors moi, il y avait pas dans les. Il y avait ça. Bah ouais, ouais. Ah bah, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Non, j'avoue, je m'en rappelle. Mais effectivement, on était sous les pieds. Mais tu vois, on commençait, tu vois, vraiment niveau zéro, quoi. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce que tu vas te dire, du coup, quand tu arrives chez Goldman? C'est quoi un peu le sentiment que tu as? Enfin, c'est un peu le Graal. Tu voulais être trader. Certes, c'est qu'un passage pour devenir entrepreneur, pour devenir milliardaire. On va y venir juste après. Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Et comment les gens de ton entourage, de Noisy ou quoi, tu vois, vont réagir par rapport au fait que un des gars de leur promo est chez Goldman Sachs, quoi. Ah bah alors, personne connaît. Hein. Dans Ouais. mon entourage à moi, ça touche personne. Oh, mais ça, J'ai- trader, peut-être pas Goldman Sachs, mais trader, ils ont peut-être vu des films et tout Parce ça, qu'il n'y a pas non? de trader encore, tu vois. Là, j'étais sales. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de trader sur la salle parisienne à l'époque. Mais non, franchement, ça n'émeut personne parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience de ce que c'est, tu vois. J'aurais été stagiaire, je sais pas moi, à BNP côté middle office, ça aurait été la même chose. Ok. Enfin, c'est genre, t'es stagiaire dans une banque. Et en particulier, c'est une banque qu'ils connaissent pas. Moi, je me rappelle, je disais, bon, c'est une banque new-yorkaise. Je disais ça et ça n'émouvait pas. Par contre, encore aujourd'hui, là, j'ai 33 ans, ça fait 10 ans que je suis plus chez Goldman, je reçois encore tous les ans, parce qu'il y avait un prof, j'ai fait un MBA en plus de Dauphine, Ouais. et je crois que de ce MBA, je suis la seule personne à avoir fait mon stage chez Goldman, parce qu'encore aujourd'hui, je sais qu'à un moment, il fait un cours où il parle d'alumni, et il dit, par exemple, Anthony Munoz Fuentes, qui a fait Goldman tous les ans. Et d'ailleurs, le cours a dû arriver la semaine dernière. J'ai des gens qui m'ajoutent et qui me disent, ouais, Monsieur Castel a parlé de toi. Apparemment, tu as fait Goldman. J'aimerais bien que tu m'en parles. Tu vois, tous les ans, j'ai une dizaine de rajouts. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, quand tu es dans le bon milieu, ça marque les gens à ce point. C'est-à-dire Ouais. que 10 ans plus tard, j'ai des gens qui m'ajoutent pour me demander mon parcours. Alors, je fais, mais les gars, moi, ça fait 10 ans que je suis plus dans la banque d'investissement. Enfin, 10 ans. Ça fait genre 6 ans ou 7 ans que je suis plus dans la banque d'investissement. Et pour autant, et ça me frustrait un peu, dans mon milieu, mais tout le monde en avait mais rien à foutre parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas du tout compte de ce que ça voulait dire. Et ceux qui s'en rendaient compte, ils avaient plutôt, tu sais, vu les documentaires post-crise 2008, que Goldman Sachs était le mal incarné, donc qui se disaient plutôt, ah ouais, t'es dans ce truc-là, mais ça, c'est pas eux qui ont ruiné l'Europe, là. Ouais. Tu vois, donc, ou ruiné la Grèce. Parce que tu sais, c'est l'époque où Draghi avait restructuré la dette grecque. Ouais. Donc, du coup, ils avaient en fait, ceux qui connaissaient dans mon entourage avaient une mauvaise image. Mais l'immensissime majorité ne savait pas du tout ce que ça voulait dire Goldman Sachs. Ils n'avaient jamais entendu ce nom, à part de ma part, tu vois. Moi, je trouve que la manière dont les gens te voyaient quand tu étais chez Goldman, tu vois, de l'extérieur, c'était OK. Lui, c'est, tu vois, il doit être extrêmement intelligent, mais il est probablement très malhonnête, tu vois. Genre Ah ouais? Ouais, je trouve que l'image que les gens avaient, enfin, dans leur vision, tu vois, tu vois, tu viens de parler des trucs de la Grèce et tout ça, c'était un peu ça, le cliché entre guillemets dessus. Alors il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, il y a des trucs, tu vois, qui sont vrais, même si sur le extrêmement intelligent, je suis pas d'accord. Enfin, bon, on pourra en reparler. Je sais que t'es pas d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est des métiers scolaires, pas forcément intellectuels. En tout cas, je sais pas. Parlons-en maintenant d'ailleurs. Moi, enfin, je rappelle mon avis là-dessus, même si je pense que la communauté le connaît bien, mais moi, c'est pas du tout là que j'ai rencontré les personnes les plus intelligentes, tu vois, chez Goldman ou dans la banque. J'ai rencontré des gens très scolaires, j'ai rencontré des gens extrêmement bosseurs, tu vois, qui sont prêts effectivement à sacrifier leur vie, tu vois, 90% de leur temps à bosser, tu vois, de 8h à 21h, un sandwich sur le desk et de ça, un peu, enfin, tu vois, pour vivre comme des princes, 10% de leur temps, tu vois. Pour eux, ce trade-là, il est cool, tu vois. De 10% de ton temps, tu vis comme un prince dans des hôtels 5 étoiles à Ibiza, je sais pas quoi, pour 90% de ton temps, être là comme ça sur ton desk, voilà. Mais est-ce que j'ai rencontré des gens brillants? Non, tu vois. Est-ce que j'ai rencontré des gens où je me suis dit, putain, lui, il est vraiment smart, il vient de me faire un truc et de ça? Non. Alors que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré des gens, tu vois, des gens que tu vas connaître, tu vois, des Théo Lyon, des Moubèche, tu vois, qui m'ont impressionné, tu vois. Donc voilà, je sais que toi, t'es pas du tout d'accord avec ça, donc vas-y, dis-moi un peu ton avis. Et un peu, je trouve ça cool parce que mon avis n'engage que moi et c'est bien de montrer aussi à la communauté, tu vois, la nuance là-dedans, tu vois, et d'avoir le tien, quoi. Déjà, le premier truc que je te demanderais, c'est est-ce que tu as déjà bossé dans des boîtes normales qui ne sont pas des boîtes de banque d'investissement? Tu as déjà vu un peu? Ah putain, bâtard, c'est lui qui me fait l'interview. Est-ce que t'as... Non, moi, ce que je connais du monde corpo, c'est 1 an chez BNP, c'est 7 ans chez Goldman, c'est tout. Ah, voilà, c'est ça. En fait, toi, tu compares, c'est-à-dire que tu as vu des gens qui ont dû passer énormément de barrières pour arriver là, tu vois, et tu compares ces gens-là
Et tu te dis, bah voilà, ils sont pas aussi smart que j'aurais pensé. Mais en fait, si Je tu compare crois- ces gens-là aux entrepreneurs. c'est ça. Et en plus, aux entrepreneurs, tu m'as cité 2 mecs qui ont créé des boîtes qui crachent minimum 10 millions par an, tu vois. Ouais, mais même toi, je voulais pas te saucer, mais en fait, un entrepreneur, pour avoir survécu tant d'années, c'est forcément une machine, tu vois. Juste un entrepreneur qui a survécu depuis 5 ans, qui fait même 1 million de CA, tu vois. Même pas une dinguerie, tu vois. Non, frérot, 1 million de CA. Mais Mais c'est énorme. Non, mais je suis d'accord, tu vois. Mais c'est impressionnant, tu vois. Oui. C'est plus impressionnant. oui, non, Un mais Karim, allez, je vais le saucer, mon Non, mais associé, je tu suis vois, c'est d'accord. impressionnant. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais justement, en fait, là, tu es en train de comparer une élite avec une élite encore plus petite, tu vois. Ouais, mais je trouve que, ok, mais une élite, Si tu l'élite compares des ces deux élites, je suis entrepreneurs est d'accord. moins respectée. Ah oui, t'es d'accord avec moi Ah là-dessus? non, sur ça, d'accord. C'est-à-dire que si tu prends le 0,1% des entrepreneurs et que tu compares au 0,1% des bankers, je pense qu'en effet, le 0,1% des entrepreneurs est meilleur. Mais en fait, de dire que ce 0,1% des bankers, qui sont donc banques d'investissement dans le Morgan Stanley, JP, Goldman, que eux, ils sont pas brillants, mais moi, je trouve que c'est les gens les plus brillants que j'ai vus. Un autre point aussi qui m'avait marqué dans la banque d'investissement, c'est l'éthique. C'est-à-dire que moi, comme toi, j'entendais des trucs que, ouais, il n'y a pas d'éthique, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une éthique face au client. Ça m'avait toujours marqué, mais très positivement. C'est-à-dire, le client, il veut un truc, on va donner au client ce qu'il veut, tu vois. Et on va se battre contre ciel et mer, enfin, je sais plus c'est quoi l'expression, mais on va se battre contre tout ce qu'il faut, mais le client, il va avoir ce qu'il veut. Je me rappelle d'un trade qu'on avait exécuté, alors ça, c'était quand j'étais à Londres, on exécute un trade et on fait trop de marge. Mais attends, trop de marge, je parle de 3% de marge, tu vois. Or, c'était un gros trade, donc il y avait plusieurs millions d'euros de marge. Il y a Compliance qui appelle, qui fait, les gars, vous avez fait trop de marge, vous allez appeler le client, vous allez dire que vous avez mispricé, vous allez rendre de la marge au client. Mec, tu connais une industrie où tu rappelles ton client pour lui rendre de la marge. J'ai jamais vu une industrie comme ça. Donc moi, je trouve qu'au contraire, les gens dans la banque d'investissement sont brillants. Pour arriver là, ils sont brillants. Oui, ils sont peut-être pas brillants au niveau d'un mec qui gagne le salaire qu'ils ont. C'est-à-dire si tu compares un mec, je sais pas, un ingénieur en machine learning chez OpenAI qui va avoir des salaires similaires, peut-être que ce mec est plus brillant. Mais tu vois, tu compares des élites entre elles. Donc c'est peut-être pas l'élite la plus brillante de toutes les élites, mais si tu compares ça aux salariés moyens, t'es pas là par hasard. T'es pas là par hasard. Mais c'est mon avis, pareil. Mon avis n'engage que moi, tu vois. Ok. Donc plutôt impressionné par les gens que tu as croisés, par le niveau d'exigence Et tout ça. d'éthique. Ouais, et d'éthique. Ok, intéressant. Tu vas finir ton stage chez Goldman, donc au bout de 6 mois. Quelles vont être les opportunités qui vont se présenter à toi? Et tu en as déjà un peu parlé, mais pourquoi tu vas décider d'aller à Londres? Donc, moi, je voulais vraiment être trader. Je suis vraiment le mec, j'ai des idées fixes. Et donc, je voulais être trader. Et c'était pas possible à Paname. Il y avait quasiment pas de poste en trading, tu vois. Donc, je trouve un poste en trading à Commerzbank. Attends, mais Goldman, ils vont te proposer un truc? Non, ils m'ont pas Ok. proposé de truc. Genre, moi, je connaissais personne à Londres en trading. J'ai fait des Non, entretiens. mais en sales ou autre chose, genre, si tu voulais être sales à Paris, t'aurais pu, et toi, t'as Ça, j'en dit, sais moi, rien, puisque j'ai été très clair dès le départ. Je voulais être trader, tu vois. Genre, day one, je répétais à tue-tête, je vais être trader, je vais être trader, je vais être trader, je vais être trader, je vais être trader. Ok. Tu vois. Donc, il n'y a aucun moment où j'ai voulu me positionner de près ou de loin sur un poste à Paname. Pareil, tu vois, quand je regarde a posteriori, je me rappelle que le junior de JP, tu vois, lequel dont je parle, me dit assez vite, si tu veux être sales, il y a des opportunités aussi. Et je me rappelle lui dire, non, moi vraiment, j'ai pas envie, je vais être trader. Là, maintenant, après coup, je me dis, mais qu'est-ce que ce mec, il me tend des perches comme ça? Et moi, je dis, non, pas du tout, tu vois. Bah, c'est beau. Ouais, mais bon. Écoute, Pourquoi tu voulais être trader? Ouais, tu t'es dit, je vais le gagner film est plus la recherche d'argent. du bonheur, mec. Le film est la recherche du bonheur. Ok, fallait que ce soit. Mais Et ouais. le trader gagne plus que le sales aussi, il faut le dire. Alors, si ton but c'était c'est de pas cash du in tout- le max, Ça dépend. Ça, tu vois, tu as des banques qui sont trader-oriented. C'est le cas de Goldman, mais c'est une exception, Goldman. C'est une des banques les plus trader-oriented de la street, où les traders ont le pouvoir. Toutes les banques que j'ai fait après, c'est vraiment les sales qui ont le pouvoir. Et les sales gagnent beaucoup plus que les traders, Ok. sauf des quelques exceptions, tu vois. Et ça, en fait, ça vient d'historiquement que Goldman, c'était une banque qui faisait du trading pour compte propre. Donc, en fait, les traders étaient des gros P&L makers. Mais dans la plupart des banques qui ont des activités de détail, donc les traders peuvent pas avoir de trading pour compte propre. Ouais. Du coup, c'est les sales qui sont P&L makers parce que les traders, ils ont le droit d'avoir ça dans le book qui sont pas complètement hedgés. Et donc, du coup, les traders font pas tant de cash que ça et donc ils ont zéro pouvoir. Tu vois. ouais. Alors, je redonne rapidement le contexte pour ceux qui sont un peu plus loin de la finance de marché, mais même si on en a déjà parlé pas mal de fois, mais en finance de marché, grosso modo, au front office, c'est-à-dire les jobs qui rapportent de l'argent, donc du PNL à la boîte. PNL, c'est Profit and Losses. Il y a donc le trader, le structureur et le sales, quoi. Je mets de côté le quant qui fait les modèles mathématiques, qui est voilà, au front office, mais quand même un peu plus éloigné. Le structureur, en général, quelle que soit la banque, donc c'est celui qui fait les pricing, celui qui crée les produits dérivés, bon, il n'a pas vraiment son PNL, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment quantifier combien d'argent il a rapporté à la banque. Donc,
il est en général un peu défavorisé par rapport aux deux autres et c'est souvent le sales et le trader qui sont mieux payés. Le sales, à la fin de l'année, on regarde combien de revenus il a fait, c'est-à-dire combien de deals il a fait avec des clients. Mais les deals qu'il a fait, en fait, c'est un peu des jetons fictifs parce que ça peut évoluer avec, en fonction de comment le trading a couvert les risques. Ça peut avoir fondu comme neige au soleil, comme ça peut avoir explosé. Mais c'est pas sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Le mec, il vend une commodity, ils ont lui dit ça vaut Ouais. X, je la revends Y au-dessus de X, il a fait son taf. Ouais. Il a fait une marge au début, mais cette marge n'est pas loquée. C'est le taf du trader de loquer la marge. Si tu Exactement. vends à 100 un truc qui vaut 97, lui, il a fait 3 le premier jour, mais ces 3 peuvent évoluer en 5 ou en 1, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, le trader, comme Anto l'a expliqué, et ça j'ai déjà dit pas mal de fois, mais avant la crise des subprimes, les traders pouvaient faire des activités pour compte propre, c'est-à-dire parier sur un actif, shorter un autre et tout ça. À l'inverse, depuis la crise des subprimes, il y a eu la loi Volcker qui dit maintenant les banques, il y a 2 trucs. Il y a les hedge funds. Les hedge funds, c'est le casino. Tu arrives, tu mets ta thune au hedge fund, tu sais à quoi tu joues, tu sais que tu rentres dans un casino géant. Ou tu as les banques, et les banques, c'est des activités tournées vers les clients. Donc, c'est le client te dit, fais-moi un produit dérivé sur Peugeot. Toi, tu lui fais son produit et tu couvres tes risques. Et tu n'es pas censé prendre de position. Et effectivement, comme tu l'as dit, les banques américaines comme Goldman Sachs faisaient traditionnellement énormément d'argent sur les activités de compte propre. Donc, elles sont restées un peu dans cette logique-là. Et même si les banques, depuis la loi Volcker, sont obligées de faire que des activités, enfin de couvrir les risques pour les activités des clients, en fait, au final, tu le sais mieux que moi vu que tu as été trader, mais juste je le vulgarise pour les autres, mais au final, les banques, c'est impossible de garder leur grec, leur sensibilité, leur dérivé partiel, c'est-à-dire égal à 0, et de couvrir le produit à tout moment. Et puis en plus, ça coûterait beaucoup trop d'argent avec le bid-offer, avec les frottements et tout ça. Ça coûterait trop d'argent d'être tout le temps parfaitement hedgé. Et donc, elles gardent quelques positions à la marge, quoi. Et Goldman, notamment, sont très bons là-dedans, en fait, pour que les 3 dont je parlais initialement, le vendeur a vendu à 100 et ça lui coûtait 97, les 3 initialement deviennent 5, deviennent 6 à la fin de l'année, parce que le trader s'est bien démerdé, quoi. Donc, effectivement, dans une banque comme Goldman, je pense que c'est le même cas, tu vois, chez un JP Morgan ou quoi. Je crois que c'est moins. Parce qu'ils ont des activités de détail avec Chase, alors Ouais, que Goldman c'est vrai, n'a c'est pas vrai, d'activité c'est de vrai. détail. Mais c'est vrai que chez Goldman, le trader est roi. Le trader est roi, il peut te défoncer un sales comme jamais et tout ça, et tu verras pas forcément ça dans d'autres banques, quoi. Ouais. Ça dépend aussi d'ailleurs de qui est le big boss, tu vois. Tu as le big boss en général des actions. Est-ce que c'est un mec qui vient du trading, qui a fait toute sa carrière au trading, qui du coup comprend hyper bien leurs intérêts, ou est-ce que c'est un mec qui vient de la vente, quoi, tu vois. Et des cultures des boîtes, tu vois. Ouais, Moi, j'ai fait que des boîtes après, il y avait des cultures sales. Et un autre point aussi qui est important, là, tu as parlé de la façon dont comment les traders ils peuvent faire du PNL, ça je pense ça peut être intéressant. Tu peux avoir des hedges qui, tu as l'air d'être hedgé, mais en fait tu n'es pas hedgé. C'est-à-dire que par exemple, tu es à spot, tu es delta neutre, bon tu es tout le temps delta neutre, ça pour le coup tu es tout le temps delta neutre, mais tu es gamma neutre, vega neutre, etc. Mais tu peux par exemple avoir du gamma sur downside. Typiquement, tu penses qu'il y a des bonnes chances que ça baisse, tu te mets long gamma sur le downside, mais spot tu es hedgé, la bourse elle baisse, et tu te fais tu peux gagner énormément d'argent. Tu vois, là, récemment, avec tu peux expliquer juste ce que c'est le gamma sur le downside? Donc, le gamma, j'explique c'est quoi le gamma? Explique ce que ça veut dire d'avoir une position. Le gamma, c'est un dérivé secondaire de ces delta, quoi. C'est le dérivé du delta. Et ça correspond au fait que quand la bourse va bouger, si tu es long gamma, tu vas devenir long delta. Si jamais à la hausse, et si elle bouge à la baisse, tu vas devenir short delta. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que peu importe le sens où la bourse elle va aller, tu vas devenir exposé dans le bon sens à ton actif. Donc, c'est très intéressant d'avoir du gamma. Bon, le downside, c'est qu'en général, du coup, tu vas être short theta, mais bon, je ne rentre pas dans le détail de ça. Et donc, du coup, quand tu es long gamma sur downside, ça veut dire que spot, tu es hedgé, mais quand la bourse va baisser, tu vas commencer à gagner du gamma. Donc, vu que tu as gagné du gamma, tu vas commencer à, du coup, perdre du delta, ce que tu souhaites, puisque c'est en train de baisser. Et donc là, par exemple, quand tu as eu les trucs avec Trump, un pote à moi, donc un ex-collègue à moi, tu vois, bon, je vais pas citer, il m'a dit que en un jour, il a fait 30% du budget parce qu'il était long gamma sur le downside. Justement, il sentait que là, il y avait de l'activité sur les marchés. Donc du coup, il a pris une pause. Il était hedgé niveau spot. C'est certain que pour avoir cette pause, il payait un peu de theta, mais donc il a payé du theta de 3 jours. C'est l'équivalent de payer une assurance. Le theta, c'est le coût du temps. C'est-à-dire que chaque jour, ton theta diminue, la prix de ton option diminue. Et donc, du coup, en fait, ça s'illustre par le theta. Quand tu es long d'une option, ton option elle a de moins en moins de valeur temps. Et donc, ça, tu es short theta. Donc, du coup, tu vas payer un peu d'argent chaque jour pour avoir cette assurance. Et donc, les marchés ont baissé. En un jour, il a fait 30% du budget trading annuel. En un jour. Parce qu'il était... Le budget trading d'un book comme ça, c'est quoi? Ça va dépendre. Ça dépend. Ça peut, en général, c'est
ça peut aller de quelques centaines de millions à plusieurs milliards d'euros, tu vois, le budget à l'année sur une Donc, grosse. potentiellement, il a fait des dizaines de millions de dollars en un jour, peut-être même des centaines. C'est ça, exactement. Faut Et il savoir. était hedgé à spot. Tu vois, si tu regardais ce Ouais. book de trading, un mec de risque qui est pas forcément attentif peut se dire, le mec est hedgé, tu vois. Ouais. Il a une petite pause short theta, mais bon, ça va, tu vois. Ouais. Et boum, en fait, les marchés baissent et le mec, il fait un PNL de malade, alors que quand tu regardes, il a, pour ainsi dire, de façon négligeable, de l'exposition à la vol, au delta 0. Et... Ouais, c'est ouf. C'est pour ça que, voilà, ils prennent toujours des positions, les banques, aujourd'hui, quoi. Les banques prennent complètement des positions aujourd'hui. Et c'est vrai que, là, dans des journées comme ça, avec ce qui s'est passé avec Trump, avec les allers-retours et tout ça, c'est certain, voilà, il y a des banques qui ont gagné énormément d'argent. Ouais. Énormément d'argent là-dessus, quoi. Juste pour que les gens se rendent compte comment ça se passe, quand tu as un truc comme ça, tu as Trump qui passe au pouvoir, tu as le Brexit, tu as une guerre en Ukraine, quoi. Tous les soirs, les traders vont avoir des rendez-vous avec le Big Boss, on va regarder toutes les positions et tout ça, combien d'argent on a gagné et tout ça. Et il y a des consignes très claires qui sont envoyées aux sales en mode faites pas chier les traders là-dessus, ou on cherche à vendre tel type de produit, et voilà, et tous les appels vont dans ce sens-là et tout ça, quoi. Donc c'est des moments qui sont très très importants. Je me rappelle quand j'étais en Flore à Londres, il y a 2 moments où on nous a fait venir à genre 5 ou 6 du mat, y compris un samedi, c'était élection de Trump et vote du Brexit. Ouais. Et donc là, justement, on sait que ça va être des activités extrêmement volatiles et que tu as des clients qui vont appeler très très tôt. Et donc là, c'était sur le desk à, je me rappelle plus, c'était 5 ou 6 du mat, mais c'est sur le desk extrêmement tôt, tu vois, parce qu'on sait que ça va être des grosses journées, tu vois. Je me rappelle de ces 2 jours en particulier. Ouais, t'arrives méga tôt. Même moi, en tant que sales, j'arrivais tôt, tu vois. Donc... Ouais, enfin, 8 heures, c'était l'heure de base, tu vois. Ouais. 8 heures, et je trouvais que 8 heures, c'était tard. Ah ouais, ça, on l'a même pas dit, mais Goldman arrivait au taf à 6h30, tu vois. Je me rappelle, c'était 6h30 l'arrivée au taf, et je me dis, mais vraiment, déjà de mettre un réveil à 6h30, c'est rude, mais au taf à 6h30. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand tu compares les éthiques de travail, tu connais beaucoup de boîtes où les gens, ils ont l'éthique d'arriver à 6h30, mais même à 7h30, tu vois, mais derrière, ils partent à 19h, 20h minimum, quoi. Les mecs taffent, ça, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire même une autre anecdote. Le jour du Brexit, pour ceux qui ne savent pas, le marché du taux de change, il ne ferme pas. En fait, il n'y a pas de moment où ça close et tout ça, parce que comme c'est plein de pays, en fait, le taux de change, tu vois, si tu fais le yen par rapport à l'euro, tu n'as pas vraiment de moment où le marché est fermé, quoi. Donc, en fait, pendant la journée du Brexit, c'est très simple. Le gars, il a dit à tous ses traders du FX, vous restez toute la nuit. Ouais. Les mecs sont restés toute la nuit, tu vois. Donc, ils ont vu le truc se décider, tu vois. Et même chose avec Trump, tu vois. En fait, ils voient au fur et à mesure pendant la nuit ce qui se passe, les États qui se retournent, les swing states et tout ça. Et en fait, juste les mecs, c'est pas qu'ils sont meilleurs que les mecs Ratixis, comme disait notre ami, tu vois. C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est juste qu'ils sont restés toute la nuit, tu vois. Ils sont pas plus intelligents, ils ont juste plus bossé, tu vois. Donc je dirais jamais, tu vois, à part à un niveau plus senior, mais en tout cas, au niveau junior, tu bosses beaucoup. À un niveau plus senior, ça devient n'importe quoi, mais au niveau junior, je suis d'accord avec toi. Tu es obligé de passer par un moment où tu travailles énormément, tu es très scolaire, tu fais aucune erreur et tu réfléchis quand même un minimum, tu vois. Tu dis tu es très scolaire, c'est-à-dire que je vois ce que tu vas dire par t'es très scolaire, mais quand tu regardes un entretien, tu connais l'influenceur qui fait Pierre Chartier. Ouais. Tu vois les entretiens. Ouais. Tu trouves c'est scolaire ces entretiens? Mec, le gars qui les fait passer, le Pierre Chartier, ça fait 12 ans qu'il fait la même chose, tu vois. J'espère qu'il la connaît, sa stratégie long gamma short theta, tu vois. J'espère qu'il a appris la réponse au bout de 12 ans. Oui, non, mais par exemple, quand je te pose une question, je te dis, tu as un tournoi de tennis, il y a 100 participants, combien de matchs ont été joués, tu vois. C'est pas scolaire de savoir la réponse à ça. Et d'avoir tout de suite le réflexe de dire, il y a un gagnant, donc il y a eu 99 joueurs éliminés, chaque joueur a joué le match dans lequel il a été éliminé, il y a eu 99 matchs. Non, mais genre, une question comme ça. Genre, ça justement, ils veulent pas des mecs scolaires. Ils veulent des mecs brillants qui savent réfléchir outside the box. Il y a métier. Là où je pense que tu as raison, c'est que trader, voilà, il faut quand même une intelligence, en tout cas, sur les trucs très mathématiques, logiques. Un sales, on va pas lui demander ça, tu vois. Un sales, c'est... Enfin, tu vois les sales. Oui. Tu veux qu'on parle de ça? On peut parler des sales, tu vois. Quoi. Après, bon, moi, les gens ils vont se dire de quoi il nous parle. Le mec était sales, tu vois. Bon, Goldman, c'est un peu spécial parce que j'étais sales, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de trading quand je suis arrivé, tu vois. Donc, tu dois faire tout ça, quoi. Après, on a fini par avoir des traders sur les exotiques, on a fini par avoir des structureurs, donc des mecs qui font les pricing. Mais au début, il y a des structures maintenant, c'est séparé ça des structures maintenant à Goldman? Ouais, maintenant il y a des structures. Maintenant, mec, maintenant, ça c'est ok. C'est développé le truc, tu vois. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait rien. C'était l'âge de pierre, tu vois. On pricait sur un Excel, tu vois. Donc voilà, quoi. Donc oui, donc les sales. Donc voilà, donc les sales, bon, tu vois le niveau des sales, quoi, tu vois. Ok. Je reviens un peu, voilà, désolé pour toutes ces digressions et tout ça, mais je pense que voilà, c'est intéressant de voir un peu l'envers du décor là-dessus, et d'autant plus intéressant vu qu'on n'est pas forcément d'accord. Trader chez Commerzbank,
Tu gagnes combien à ce moment-là? Tu te rappelles ou pas? T'es pas très bien payé hein, quand t'es junior. T'es genre à 70, un truc comme ça. En livres? Tu vois. En livres. Ouais, ok. Mais bon, le coût de la vie à Londres, il est en livres et il est plus élevé que le coût parisien. Donc oui. C'est plus élevé que le coût en euros à Paris? C'est ça. Donc si tu regardes ton pouvoir d'achat en euros, tu te dis ouais, je suis à plus de 100K, tu vois. Mais en fait, t'es l'équivalent de moins en euros, quoi. Si tu regardes en pouvoir d'achat sur Londres, en général, comme tu commences tellement tôt le matin, t'as envie d'habiter vraiment dans la city. Parce que moi, j'étais vraiment à Saint-Paul, tu vois. Et donc, j'habitais à 5 minutes à pied. Et donc là, tu payes des loyers pour des colocs à 1200 pounds, tu vois, pour des trucs pas ouf. Donc, et t'as un coût de la vie londonien, quoi. C'est vrai que nous, en Europe, chez Goldman, on était tous payés en dollars. Tu vois, on était tous payés sur les mêmes grilles en dollars. C'est-à-dire que tu as le mec qui est à Londres, qui fait le même poste que toi à Paris. Ouais. On est tous payés en dollars. Donc en fait, à la fin de l'année, tu arrives, tu as ton bonus. Enfin, en fait, à la fin de l'année, c'est très simple. Le mec, il te donne un chiffre au début. Il te dit, cette année, 2024, tu vois, tu vas être payé, tu as été payé, enfin, on veut te payer 200 000 dollars. Tu as été payé 120 000 euros de fixe. Ça correspond à 130 000 dollars. Donc, il reste à te payer 70 000 dollars. Ça équivaut à 60 000 euros. Tu vois. Donc, tu vas avoir un virement de 60 000 euros. Donc, en fait, on partait du montant en dollars. Tu vois. Ouais. Et on se comparait tous en dollars. Et donc, le mec à Londres, il avait la même chose converti en livres sterling. Tu vois. Et effectivement, tu vois, au bout de 3 ans, moi, je m'achète un appart, tu vois, assez conséquent. Bon, j'emprunte pas mal et de ça, mais je m'achète un gros appart. Tu vois. Et je parle avec mes potes de Londres et ils me disent, mec, mais comment t'as mis de l'argent de côté, tu vois. Et en fait, déjà, on était payé la même chose en dollars. Comme tu l'as dit, le coût de la vie, il n'a rien à voir, tu vois. Donc, en fait, eux, ils se faisaient... T'as plus d'euros pour $1 que de livres. Ouais, d'une part, mais même, tu vois, si on faisait un coût de la vie équivalent en dollars de ce que... Tu vois, ça n'aurait rien à voir à Londres versus Paris. Et en plus de ça, nous, on avait toutes les douilles de... tu sais, t'as des congés payés en France. T'as les conventions collectives des banques qui font que t'as 8 semaines et demie de vacances. Ah ouais, bien sûr, je vais pas prendre mes 8 semaines et demie de vacances, sinon je me fais virer, tu vois. Mais tout ce que je prends pas, mettons que tu vois, au début, je prenais 3 semaines par an ou 4 semaines, tout ce que je prends pas, ça va sur mon compte épargne-temps. Alors, les premières années chez Goldman, j'ai même pas pris 3 semaines. Ah ouais, j'avais même... j'avais même trop de jours pour les mettre sur le compte épargne-temps. C'est-à-dire que tu as un max de jours, je crois que tu as 10 congés payés, 12 RTT, un truc comme ça, tu vois, que tu peux foutre sur ton compte épargne-temps, que tu récupéreras à la fin sur ton fixe le plus élevé, tu vois, donc tu les gardes. Sauf en 2018, quand il y a eu l'année blanche, il y a pas mal de mecs qui ont caché du compte épargne-temps, tu sais. Mais ouais, donc tu gagnes là-dessus. Tu as la participation aux bénéfices. On te repaye une partie du chiffre d'affaires. Tout ça, il y a à Londres, il n'y a pas. Et donc, en fait, mécaniquement, et ça, je l'explique, parce que je pense que c'est intéressant pour la communauté, tu t'enrichis beaucoup plus. Enfin, si tu es là vraiment pour cash in, tu vois, et toi, c'était ton objectif, tu t'enrichis juste plus à Paris qu'à Londres, quoi. Et en plus, les impôts, je les trouvais pas tellement friendly à Londres. Moi, j'étais à l'époque où le bonus, c'était 50% flat. Donc, tu prends que 50% de ton bonus. Ouais. Donc, au final... 50% de ton bonus, c'est ciao. Mais même 5 000 pounds. Hein. Je crois que mon premier bonus, c'était 5 000 pounds. J'ai reçu 2 500. Ouais, ça fait mal. Et je me dis, mais attends, mais je suis pauvre, moi. Genre, je prends 50% de taxes. C'était vraiment le moment où le pic de faut taxer les traders, c'est des enfoirés, etc. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça a changé. Hein. En général, quand tu arrives à mettre une taxe et qu'elle est acceptée, tu n'as pas trop de raison de l'enlever, tu vois. Donc... ouais. Mais, ok. Mais donc, du coup... Tu vas faire 2 ans de trading chez Commerz. Tu commences à 70. Ton salaire, il évolue un peu après ou... Non, je me pars trop tôt. Ouais. Pourquoi tu te barres aussi vite, en fait? Là, tu commences à peine à cash in. Et puis, comme tu l'as dit, quand tu es junior, tu gagnes très, très peu. Pourquoi partir d'un job qui fait rêver tout le monde, trader, tu vois, à Londres? Donc, en fait, là, tu vois, j'avance dans mon plan. Tu vois, moi, je m'étais dit... Premier arc, il faut que je fasse les bonnes études. Deuxième arc, je deviens trader. Mais le but, c'est de devenir entrepreneur, tu vois. Et je commence à devenir obsédé par l'entrepreneuriat, tu vois. Je réfléchis tout le temps à des idées de boîte. Je lis des bouquins dans l'entrepreneuriat. Les 2 bouquins qui m'ont le plus marqué, c'est From Zero to One de Peter Thiel, qui du coup a créé le nom de ma boîte actuelle, Zethos, Zero to One Studio. Peter Thiel, qui est, si je ne me gourre pas, on le voit dans Social Network, c'est l'investisseur de Zuckerberg sur Facebook. C'est ça, et c'est vraiment l'un des mecs les plus chauds dans l'investissement. Toutes les boîtes qu'il a créées, par exemple, elles ont des noms en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Par exemple, Palantir Technologies, comme le Palantir, etc. Un mec très charismatique et qui a très bien théorisé l'entrepreneuriat et qui est vraiment brillant, tu vois. Et donc, du coup, Peter Thiel, son bouquin From Zero to One, donc ce bouquin m'avait énormément inspiré. La biographie d'Elon Musk qui date de alentours de 2016, où tu vois que le mec, à 18 piges, il a un plan, il a une soirée à Stanford et il regarde un peu dans le vide
Et t'as quelqu'un qui lui fait, ouais, what's up, dude, how are you doing, tu vois. Le mec, il dit, l'humanité, elle a 5 problèmes principaux. Et je trouve que là, elle n'est pas en train de travailler à résoudre ces 5 problèmes, tu vois. Le mec, il dit, oh putain, je suis en train de me prendre un tunnel. Et le mec, il enchaîne, il lui explique les 5 problèmes, le fait qu'on ne soit pas multiplanétaire, le fait qu'il n'y ait pas la transition énergétique, que nos moyens de transport. Le gars avait un whisky coca rempli ouais. au début du tunnel. Et donc, le mec, il parle de trucs comme ça, de son plan, et derrière, il crée des boîtes en rapport avec ça, tu vois. eBay, Neuralink, Tesla, SpaceX et tout, tu vois. Et je lui dis, mais le mec, c'est-à-dire que le mec, il visionne des choses d'un niveau, genre, planétaire, et il exécute des boîtes en fonction de ça. Et je me dis, mais en fait, tout est possible. En fait, tout est possible. Le mec, c'est un Sud-Africain. Tu vois, le mec, c'est personne. Il connaît personne. C'est un Sud-Africain. Et là, t'imagines que sa bagnole, elle est en orbite. C'est un Sud-Africain, mais son père a un peu de thunes, non? Où il vient d'un milieu où il y a un peu de bif, quand même. Je pense pas qu'il est millionnaire. Je pense qu'il est sûrement CSP+, sur le train de vie sud-africain. Mais je suis persuadé qu'il arrive aux États-Unis. Bah, après, franchement, je connais pas les détails. Ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres fils de riches qui n'ont pas fait le quart du tiers de sa réussite, tu vois. Mais juste un exemple comme aujourd'hui, il y a peu de choses que l'humanité a créées qui sont en orbite autour du Soleil. Tu as pas mal de choses en orbite autour de la Terre. Autour du Soleil, tu n'as pour ainsi dire rien. L'un des trucs, c'est que tu as sa bagnole. Non mais mec, le mec, il a mis sa bagnole en orbite autour du Soleil. Et genre, qui fait ça, tu vois? Qui fait des trucs comme ça? C'est genre, bref, tu vois, ce genre de choses et tout, je pense à tout ça, je me dis, mais attends, mais tout est possible, tu vois, tout est possible. Et c'est vraiment cet état d'esprit de tout est possible, tu peux tout faire, que j'ai depuis toute ma vie en plus. Hein. Je pense aussi, c'est pour ça que venant de Zeb, du 9-3, etc., je me retrouve à faire des choses comme ça. J'ai toujours pensé que tout est possible. Et en fait, je suis arrivé assez vite dans le trading en me disant, tu sens quand même le poids du fait que tu travailles dans une grosse boîte et que tout n'est pas possible. En particulier quand tu travailles dans une boîte comme Commerce, qui principalement, son activité, c'est de financer l'économie PME, tu vois, et d'avoir du particulier. Donc, la souplesse qu'ont des boîtes comme ça sur faire du trading, de la banque d'investissement, ça n'a rien à voir avec Goldman. Même si je sais qu'on était très chaud, qu'on priçait de façon très, très agressive, quand même, la mentalité, c'est on est une banque de particuliers à la base, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, je sentais que non, tout n'est pas possible. Et en particulier, t'es junior, mec, t'es un rouage dans une machine, t'existes pas, quoi. Tu sautes, mais rien à foutre. Et donc, ça me bridait. Et donc là, je me disais, non, il faut que j'avance dans le truc où tout est possible. Et c'est là où je me casse, je démissionne. Je ne sais même pas si ça existait rupture co, mais je connaissais pas tous ces trucs. Je démissionne, donc plus aucun revenu. Et je me casse, créer ma première boîte. J'avais même pas d'idée. J'avais même pas d'idée de boîte, c'est juste Ouais, tu bouillonnais et il n'y avait pas assez d'ambition dans le truc dans lequel tu étais. C'est ça. J'ai un FOMO considérable. Je me disais, mais je suis en train de rater. Enfin, il y a trop de trucs à faire, quoi. Ouais, ok. Et toujours avec cet objectif de milliardaire, là, est-ce que tu te disais, bon, trader, je gagne pas assez bien ou je vais pas gagner assez vite de l'argent en étant trader, quoi? J'avoue que là, j'y pensais plus trop. Enfin, si on me demandait, je répondais pareil, mais c'était pas du tout dans l'objectif d'enrichissement. C'était plus dans un objectif de tout est possible et je veux entreprendre des trucs, tu vois. Je veux entreprendre des trucs. C'était plus dans cet objectif-là, tu vois, de faire des trucs, make something people want. On y reviendra plus tard, tu vois. Mais c'est créer des choses et vendre ces choses sur le marché et créer de la valeur intrinsèque. Et tant mieux si tu t'enrichis derrière, tu vois. Évidemment que en arrière-pensée, je voulais, mais j'y pensais pas du tout activement. Là, j'étais vraiment sur créer une boîte et un produit, tu vois. Alors, profitons-en, explique Make Something People Want. Qui a dit ça? C'est un mec qui s'appelle Paul Graham, qui a créé l'incubateur le plus prestigieux, qui a lancé les plus belles boîtes du monde, qui s'appelle Y Combinator, et qui a beaucoup, beaucoup théorisé l'entrepreneuriat. Et donc, il a sorti tellement de phrases célèbres. Il a un blog que je recommande à tout le monde d'aller voir. Je crois que ça s'appelle pg.com, un truc comme ça. Enfin, vous tapez blog Paul Graham, tu regardes le blog, tu as l'impression qu'il a été fait sous Windows 95. Moi, j'adore ce petit côté old school, tu vois. Et l'un de ses articles, si ce n'est l'article le plus célèbre, il en a 2. Make something people want, c'est le slogan de Y Combinator. Fais quelque chose que les gens veulent. C'est vraiment chaque mot et c'est l'essentiel, tu vois. Et donc, c'est ça, en fait, faire une startup, faire une boîte de manière générale, c'est fais quelque chose que les gens veulent, tu vois. Et une autre chose qu'il a dit très célèbre, c'est do things that don't scale. En gros, fais des choses qui passent pas à l'échelle. On a tendance à vouloir, en particulier de nos jours, à faire que des choses que tu peux facilement monter à l'échelle, qui sont extrêmement scalables de façon sur ton temps à toi. Et lui, il dit, pas du tout. Au début, mettons que tu lances un produit et tu veux le vendre à des grands groupes à la défense. Pointe-toi en bas de la tour,
Et donc, tu identifies qu'il y a tel boss de tel département à qui tu veux parler. Je sais pas, par exemple, mettons que tu veux vendre un truc à Total. Tu vas en bas de la tour Total, tu regardes l'acheteur de Total, tu te pointes en bas, les mecs qui fument leur clope, tu fais « Ouais, j'aimerais parler à machin ». Et tu te pointes. Et chaque fois que les mecs ils descendent vraiment, tu arrives à 8 du mat et tu parles aux gens comme ça. Tu fais ça pendant 3 semaines. Tous les jours, tu arrêtes toutes tes tâches. Tu fais ça. À un moment, tu as les mecs qui vont te voir, ils vont dire « Mais attends, mais il veut quoi ce pélo là? Tous les jours il est là à me gratter l'amitié, à me fumer des clopes avec moi, à me demander que je veux parler à Massa. » À un moment ils vont en parler dans la salle, tu vois. Ils vont dire il y a ce mec. À un moment le mec il va très probablement descendre et dire bon tu veux quoi? Tu veux quoi là? Ça fait 3 semaines là, tu casses les couilles à tous mes collaborateurs. Qu'est-ce que tu veux? Là t'arrives, tu les écoutes. Je suis en train de bosser sur un truc. Je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Est-ce que je peux avoir 15 minutes de ton temps pour en parler? Et ça force le respect. Ouais. Et t'es personne. Tu dis un truc comme ça force le respect. Est-ce que c'est scalable de faire ça? Non. Mais t'imagines si ça te lend, ça t'atterrit un entretien de 15 minutes avec un acheteur que jamais t'aurais pu toucher. Jamais t'aurais pu toucher. Le mec t'écoute attentivement et potentiellement, si t'as le bon charisme, si t'as le bon produit, t'arrives à signer un deal avec eux. Mais en quelques mois, tu peux devenir millionnaire. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as été te pointer 3 semaines en bas d'une tour pour faire ça. Et ça marche vraiment. Ça fonctionne vraiment, tu vois. Le do things that don't scale, tu vois, il me parle de ouf parce que, en fait, je me suis rendu compte rétrospectivement que moi, par chance totale, parce que j'y connaissais rien en entrepreneuriat, tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois. Genre, quand j'ai commencé à avoir un balbutiement de quelque chose, tu vois, je me suis dit, bon, bah, je vais voir les étudiants dans toutes les écoles de commerce, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai monté Talk Show Métier de Rêve. En fait, c'est en me confrontant à la réalité, à ce qu'ils voulaient savoir, sur les salaires, sur la réalité de la vie au travail et tout. Et je me suis dit, putain, en fait, je vois le produit qu'il leur faut, tu vois. Mais c'est un truc qui n'était pas du tout scalable, de faire des conférences, d'après aller boire des coups avec eux, de discuter, de capter, tu vois, vraiment ce qui se passait, tu vois, sur le terrain, tu vois. Et alors que j'aurais pu me dire, tu vois, non, je fais un truc qui scale, je vais faire des vidéos TikTok qui vont faire des millions de vues et tout, et ça, tu vois, ça pour le coup, c'est facile de scale, mais du coup, je n'aurais pas su ce qu'il fallait faire. Ouais. Tu vois. Donc, ça me parle à fond, tu vois. Et genre, vraiment, je l'ai fait par chat, tu vois. Genre, c'est juste, je me suis dit, tu vois, il faut que j'y aille pour comprendre. Mais... Et donc, effectivement, et c'est hyper contre-intuitif, tu vois. Toutes les personnes qui viennent me voir aujourd'hui en mode, j'ai une idée de boîte et tout, qu'est-ce que t'en penses, que c'est bien et tout ça, pas tout de suite du truc qui va scale de fou, tu vois. Ouais. J'ai une app, j'ai un machin, alors qu'ils n'ont jamais rien fait avant, ils n'ont jamais fait d'entrepreneuriat. Ouais. Il y a peu de chances que ça marche direct, tu vois, comme ça. Tu as 2 exemples très célèbres qui viennent de Y Combinator, qui sont Airbnb et Stripe. Je te les fais en rapide parce qu'ils sont ultra... ils t'apprennent beaucoup. Ouais. Airbnb, quand ils se lancent, l'idée c'est, mec, j'ai une idée. Les gens, ils vont laisser dormir des inconnus chez eux. Ils pitchent ça à des VC. Ils pitchent ça à genre 200 VC. Je crois qu'ils ont genre une trentaine de réponses et tout le monde lui dit, mais mec, tu crois que je vais laisser dormir quelqu'un chez moi dans mes draps? Mais t'es un malade. Ouais. T'es un malade, tu vois. Il continue, il lâche pas l'affaire. T'as quelqu'un qui finit par accepter de leur d'investir 200 000 balles pour genre 30% de la boîte. T'imagines, non? Ouais. Ils ont dû supplier, arriver à genoux pour avoir genre 200 000 balles pour 30% de la boîte qui aujourd'hui vaut des milliards. Et bref, ils lancent le truc. Et puis un peu comme les VC avaient prévu, ça marche pas trop, tu vois. Ça marche vraiment pas trop. Mais eux, ils sont tellement dans leur vision, ils continuent, tu vois. Ils y croient. Ils lâchent pas l'affaire. Et en fait, en analysant, parce qu'il y a quand même quelques traits, tu vois, il se passe des choses quand même, mais c'est anémique, ils arrivent à identifier un common pattern. Et le common pattern qu'ils identifient, c'est que quand les trades sont exécutés, il y a des plutôt belles photos. Et ils voient que quand ils ne sont pas exécutés, les photos sont claquées. Et ils réalisent, mais en fait, les gens, ils sont nuls à vendre leur appart parce qu'ils ne savent pas faire des bonnes photos. Mec, ils se chauffent. Tous les gens qui lisent sur Airbnb, ils disent, on vous offre un shooting photo, on va faire un shooting photo chez vous. Et les mecs commencent à faire le tour. Mais t'imagines la non-scalabilité, hein. Ouais. Et le truc commence à prendre. Et ils sont milliardaires. Elle est folle, l'histoire. Elle est incroyable. Ouais. Elle est exceptionnelle. Et donc, tu vois, c'est... Qu'ils aient les photos des apparts, quoi. Non, mais mec, ils se sont mis à faire des shootings photos pour chacun des listings au début. Et tu vois, des choses comme ça, mais tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, moi, je vois pas comment tu peux pas devenir entrepreneur, tu vois. Ouais. Que tu peux pas te dire que tout est possible. Ok, je la connaissais pas. Ok, donc do things that don't scale. Okay. Do things that don't scale. Ok, donc tu te lances en 2016, 2017, tu quittes ton job de trader, tu es très inspiré par des Peter Thiel ou Paul Graham dont tu as parlé, qui dirige Y Combinator, et Elon Musk, bien sûr. On va y revenir. Dans quoi tu te lances à ce moment-là? C'est quoi tes premières idées? Donc, ma première idée, c'est que j'ai pas d'idée. Ok. Et donc, du coup, j'ai un oncle qui est entrepreneur et qui vit en Asie et qui me dit, écoute, viens me rejoindre, on va faire du business. Ouais. Tu vois. Et je me dis, je viens te rejoindre, on va faire du business. Et donc, on réfléchit un peu à des idées et il se trouve qu'on rentre en contact avec des chercheurs de Taïwan
qui ont créé un procédé assez extraordinaire, où je rentre un petit peu dans le détail. En fait, dans un accélérateur à particules, ils sont capables de concentrer des faisceaux lumineux de façon extrêmement brillante. Ils sont capables de créer des faisceaux lumineux d'une intensité où tu n'as quasiment nulle part dans l'univers où tu peux créer une telle intensité. Et pourquoi ça, c'est intéressant? C'est grâce à l'intensité de ce faisceau lumineux, ils sont capables d'imprimer sur des feuilles d'or des spectromètres, qui est un appareil que tu utilises pour analyser la réfraction lumineuse. Bref, ils connaissent ces chercheurs qui ont cette technologie, mais qui ne savent pas forcément quoi en faire. Ouais. Donc on se dit, écoutez les gars, venez on s'associe ensemble. Et on crée un spectromètre, qui est un appareil qui va permettre aux gens de faire des tests urinaires à un coût marginal zéro, 10 centimes pour faire un test. Tu as le résultat instantanément dans ton téléphone. Et la machine, vu qu'on peut la produire en masse comme ça, on va arriver à des coûts de revient aux alentours de 100 euros. Donc l'idée, c'est d'équiper chaque foyer avec un spectromètre, donc, pour leur permettre de faire régulièrement des tests urinaires et détecter en amont les maladies graves. Parce que du coup, le système, comment ça fonctionne, les assurances, tout le monde paye, c'est une pyramide. Tout le monde paye, mais très peu de gens en haut coûtent de l'argent. Et si tu regardes les gens qui coûtent de l'argent, c'est principalement maladies cardiovasculaires et cancer. Et ça, elles ont un point commun, ces maladies. Elles prennent longtemps. C'est pas elles arrivent comme ça, tu vois. Très longtemps avant, tu aurais pu les détecter. Et si tu les avais détectées, tu aurais pu intervenir à des coûts infiniment moindres tout en préservant la santé de la personne. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les détecter en amont? En faisant des tests, type ce test. Donc ça, c'est la première boîte que je crée, qui s'appelle Prism Protocol, qui existe toujours. Donc, c'est une deep tech. Hein. Voilà. Tu ne peux pas faire plus deep tech. Explique deep tech. Deep tech, c'est barrière à l'entrée de R&D extrêmement élevée. Okay. Qui en général correspond aussi à des barrières à l'entrée réglementaires, en particulier dans la santé, et des barrières à l'entrée financières. Et donc moi, tu vois, je te rappelle, je me disais tout est possible, je veux entreprendre, trop stylé, j'adore le truc. Et donc, je lance cette boîte. Et donc, c'est en plein milieu du moment du début de la crypto. À cette époque, personne ne connaît, enfin, très, très, très peu de gens connaissent, tu vois. Et en particulier, tu as un truc qui buzz énormément à l'époque, c'est de créer son propre token en faisant ce qu'on appelle une ICO. Initial Coin Offering. Tu crées un token et tu fais une levée de fonds en créant ce token. Okay. Donc, je lui dis, vas-y, je vais faire ça. Et en gros, l'idée que j'avais à l'époque, c'était ce token, ça va représenter les données santé que tu fais et tu vas pouvoir les monétiser de façon anonyme et tu pourras les monétiser. Parce que tu imagines, tous ces tests qui vont créer de la donnée santé, ils ont une valeur extraordinaire. Ouais. Et donc, si tu les mets sur une blockchain, que tu l'anonymises et que tu commences à vendre, enfin, à permettre à une personne de vendre cette donnée en la touchant en token, c'est très intéressant. Donc, je fais une ICO sur ce concept. Et je me rappelle, à l'époque, je cherche du coup des investisseurs pour acheter cette ICO, tu vois. Et je trouve une crypto chinoise qui s'appelle Nuls, N-U-L-S, sur Telegram. Et je commence à spammer le chat en disant « Guys, j'ai une idée de ouf, c'est trop stylé, est-ce que quelqu'un peut me répondre ?» Tout le monde me boycotte, c'est les chaînes Telegram qui parlent. Je lâche pas l'affaire. Je demande tous les jours, mais genre, do things that don't scale, mec, je te jure, tous les jours pendant genre 2 mois, je spamme le chat. À un moment, il y a un mec qui me DM. Il me dit, frérot, tu fais quoi à spammer le chat avec tes scams là? Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de scammer les gens, tu vois. Je fais, c'est pas un scam, I'm legit, let's make a meeting, etc. I prove you, tu vois. Et donc, je fais un meeting avec lui et le mec me dit, écoute, ça a l'air intéressant. On vient avec toute l'équipe, donc là, j'habitais, je rappelle, en Thaïlande. On vient avec toute l'équipe à New York dans genre 2 jours. Viens nous rencontrer. Je fais, putain. Parce qu'il était basé où, ce mec, à la base? Lui, il était basé en Chine. Les mecs, ils sont en Chine, tu vois. Donc le mec, il est en Chine et il te dit, je vais à New York, c'est la bonne occasion pour se rencontrer, alors que toi, t'es en Thaïlande. Donc, mec, je me prends un vol last minute. J'arrive à New York le jour même, en panique. J'ai rien à présenter, mec. J'ai rien. Enfin, juste une idée et du blabla, tu vois. Okay. Les mecs m'accordent 10 minutes dans un Starbucks et me disent, écoute, c'est intéressant. Viens nous voir au siège à Chongqing, donc qui est une ville de l'intérieur de la Chine, dans genre 2 semaines. Écoute, ok, tu vois, je vais les voir du coup à Chongqing. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré mon associé actuel qui est chinois, l'un de mes 2 associés actuels. Ça coûte cher en billet d'avion, cette histoire. Ah ouais, mec. Et en plus, c'était à aucun espoir. Ils m'ont donné aucune indication. Ouais. Et le meeting commence et tout. Et je me rappelle, j'avais un vieux PowerPoint dégueulasse. Je viens pitcher mes idées, mes machins et tout. Et les mecs parlent pas super bien anglais. À un moment, il me coupe la parole. Il fait « How much you want ?» Je suis zéro prêt à cette question. Et donc là, je commence à... Je suis silencieux, tu vois. Et là, les mecs ont l'empathie de dire « Don't worry, we go outside, think with your partners. » Donc les mecs sortent. Et là, on se regarde, mais comme des connards. Mais genre, on est en mode, mais dans quel monde on n'a pas la réponse à cette question? Mais on s'affiche. On est des débutants. Bon, pour montrer que des fois, tu te lances, mais
Mais t'imagines, mais putain, tu viens pour voir des mecs pour un investissement et on s'était même pas posé la question de combien on voulait. Et donc là, je regarde les gars, on dit $500,000, tu vois. Et donc, les mecs reviennent dans la salle et disent so, €500,000. Ok, done. 10 minutes, comme as, tu vois. Done. Le trade, il est done, tu vois. Là, tu peux pas dire €2 million. I said half, but I meant two. Mais tu sais que là, les mecs, ils étaient full cash. Leur crypto, elle valait 300 millions d'AUM, je crois, à l'époque et tout. Mais je pense que j'avais dit 2 millions, ils auraient dit mine. Hein. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Ok. Et donc, du coup, genre, on donne le truc. Et là, tu vois, ça s'emballe très vite. Je fais la une de Forbes. Je commence à avoir de l'attention média, etc. Mais donc, très cool, tu vois. Mais ce que les gens voient pas, c'est que moi, de mon côté, je suis en panique. Je suis en panique parce qu'en fait, j'ai un produit deep tech. J'ai un demi-million, mais enfin, tu vois, c'est là où je vois quand même que je viens de la street, entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, c'était une somme mais incommensurablement élevée. Alors qu'en fait, c'est rien. C'est un seed round. C'est un petit seed round pour une startup. Mais moi, je trouvais que c'était un truc de malade. Mais en fait. Toi, là, ça y est, t'es must dans ta tête. Non, mais je suis Elon Musk, là. Ah je suis ouais, Elon Musk. ouais. Alors qu'en fait, mais mec, mais dans quel monde tu vas lancer une deep tech de cette ampleur avec un demi-million? Et je commence à le réaliser. Et donc, en fait, je réalise que le quotidien d'un CEO d'une startup deep tech, c'est juste de lever des fonds. C'est pas du tout de go-to-market. Et là, je me dis, putain, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, en fait. Moi, je veux faire des choses. Et tu sais, c'est très binaire. C'est comme une option digitale en trading, une startup deep tech. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose comme ça. Ça marche zéro ou ça marche de ouf. Ça explose. Ouais, ça explose. Mais c'est pas du tout un truc comme ça. Ouais. C'est pas un call spread, quoi. C'est pour faire un truc un peu insider. C'est 0 ou 1. C'est 0 ou 1. Qui voient pas ce que c'est qu'une option voilà, binaire. Ouais. C'est 0 ou 1. Et donc, du coup, je me dis, ah, putain, c'était pas du tout le plan que j'avais. Et donc, de toute façon, moi, mon rôle opérationnel, c'est juste de lever des fonds. Lever des fonds et payer des chercheurs qui, de toute façon, font la recherche. Donc là, on discute avec les associés et on décide de split, dans lequel les associés, une partie des associés reste sur le business de Prism. Et moi, je pars avec un pote à moi de Dauphine que j'avais, qui nous avait rejoint, qui est encore mon associé aujourd'hui, et le Chinois qui s'appelle Adam, que je t'avais dit que j'avais rencontré en Chine le jour à Chongqing. Il vient nous accueillir à l'aéroport parce que mon associé me dit, écoute, on va aller deal avec des Chinois. Ils vont parler chinois entre eux. Il faut qu'on ait quelqu'un de chinois dans la salle. Il y a de trop grandes différences culturelles. On ne peut pas se permettre d'arriver juste entre nous. Tu vois. Okay. Donc, c'est encore mon associé aujourd'hui. C'est une des personnes en qui j'ai le plus confiance sur Terre. Et donc, bref, on se split et nous, on décide. Et en plus, ça coïncide avec le début du Covid. Et donc, on rentre en France parce que c'est le début du Covid. Et on décide de lancer une boîte qui va être toujours dans le SaaS, un software, mais beaucoup plus rapide au go-to-market. Le genre de boîte où en quelques mois, tu peux faire du chiffre d'affaires versus une deep tech dans la santé. Et encore heureux, hein. Mais une deep tech dans la santé, tu peux exister 5, 6, 7, 10 ans avec 0 € de CA, mais c'est normal. Parce que tu dois faire énormément de validations scientifiques et cliniques avant d'avoir le droit d'opérer et donc de faire du chiffre d'affaires. Mais pour bien comprendre, quand tu es dans une deep tech, donc tu dis le go-to-market, donc tu vas présenter ton produit au client qu'au bout de 5, 7 ans, quoi. Mais tu peux le présenter. Moi, je parlais un peu à de la clientèle. Moi, je me rappelle que le boss de Generali, je ne sais plus si c'était Monde ou Asie, le mec a volé de Hong Kong à Singapour, parce qu'on avait notre siège à Singapour. C'est assez commun en Asie de ne pas habiter à Singapour ou à Hong Kong, mais les sièges sont souvent à Hong Kong ou à Singapour. Donc, on avait le siège à Singapour. Et donc, le mec, on l'accueille à notre siège à Singapour. Et le mec vole de Hong Kong pour me rencontrer. T'imagines, j'étais son père. Et j'ai un meeting. J'ai la ligne de Forbes. Mec, tu peux payer pour faire la ligne de Forbes. Ah ouais? Enfin, oui, bah ouais, mec. Bah à l'époque, ça te fait quoi? C'est ça que je t'ai même pas demandé, mais ça te fait quoi de faire la une de Forbes à ce moment-là? Un mix feeling de énormément de fierté, mais de me dire je suis un putain d'imposteur. Je fais 0 € de CA. Mec, En fait, j'irais même plus de frustration que de plaisir. Parce qu'en fait, les gens commencent à te dire « Ah frérot, t'as percé, t'es trop chaud et tout, t'es millionnaire. » Alors que tu sais que pas du tout, tu vois. Tu te payes pas, tu fais 0 thune, tu fais pas de CA, tu galères, tu sens le truc. Mais en fait, les gens commencent à te percevoir comme un mec qui a percé. Et toi, tu sais que c'est pas vrai. Donc en fait, clairement plus négatif que positif, tu vois. Et donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vivent ça. En fait, t'as une boîte, et toi, c'est le cas aussi aujourd'hui, tu vois. Et je pense on a ce point-là commun tous les deux, c'est que tu as une boîte qui vaut des millions. Sur le papier, tu es multimillionnaire, tu vois. Genre, tu pourrais la vendre. Tu as des propositions de rachat à plusieurs millions de ta boîte, tu vois. Tu pourrais, tu vois. Genre... Ah non. Là, ta boîte aujourd'hui... Tu peux pas. Non, tu peux pas. Genre, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça paper money, c'est pas liquide. C'est-à-dire que tu as des valorisations qui valent des millions, mais il n'y a pas de proposition de rachat. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a de la valeur, c'est que toi qui bosses dessus.
que je peux pas te racheter toi en tant que personne. Si je te rachète ta boîte, Ouais, mais on plus fait un dedans. deal. On fait un deal où tu es dedans pendant 4-5 ans, tu vois. Et tu m'aides Ouais, mais à dans ce cas-là, je transmettre le fais juste une levée de fonds. Ça n'existe pas, ça. Ça, je connais pas. Je connais pas les trucs comme ça. Les mecs qui rachètent des boîtes, c'est qu'en fait, la boîte, elle a tellement atteint un niveau de scalabilité qu'il n'y a plus besoin de toi. C'est pour ça que Moubèche, par exemple, dont tu parles, il a pu commencer à cash out. Moubèche, il rajoute beaucoup à l'Emlist, mais en fait, le moment où il peut se faire racheter, la boîte, elle tourne. Ouais. Elle tourne, tu vois. Mais si c'est au tout début, il y a 10K de MRR, mais jamais il est rachetable. Oui, non, mais c'était pas dans le cas de cette époque-là. Mais regarde, par exemple, là, aujourd'hui, on va y venir. Mais tu vois, tu as une boîte qui fait 200K de MRR, donc 200K par mois de revenus. Tu parles de la boîte actuelle? Ouais, ta boîte actuelle, tu vois. Je pourrais là te racheter, tu vois, si je te proposais de te racheter ta boîte 3 millions, tu me dirais non. Ouais, je te dirais non. Voilà. Donc tu es d'accord que tu Mais là, pourrais avoir. là, on est aujourd'hui. Oui, oui, Moi, je te bien parle sûr. à l'époque. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation que tu vis aujourd'hui, alors tu la vis un peu moins à l'époque, mais quand même un peu, tu as une boîte qui vaut des millions et tu te payes zéro, tu vois. C'est ça. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent et c'est hyper paradoxal, tu vois, de ce truc de ta boîte vaut des millions, les gens pensent que tu es multimillionnaire et effectivement sur le papier tu es multimillionnaire et il y a le papier, il y a quand même des investisseurs qui seraient prêts à payer, peut-être un peu moins que la valo vraiment du papier, mais tu pourrais la vendre. Mais si tu la vends, c'est fini quoi, ton rêve s'arrête, on arrête tout, oui tu as de l'argent, tu es en sécurité, tu respires et après le lendemain tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Non, je te donc- jure, tu peux pas la vendre. Tu peux pas la vendre. Non, je peux pense pas la que vendre. tu vois. J'insiste parce qu'elle est. Non, non, non. Ah oui, oui, toi à Tu ne l'époque, peux- oui, ok, Tu ok. peux pas. Ok. C'est-à-dire que, en fait, le stade, il y a quand même une différence à faire. Tu as le stade où ta boîte n'a pas encore de valeur. Ouais. Tu te payes pas. Et là, ce stade, t'as vraiment, c'est de la paper money. Ça Oui. ne vaut rien. Oui, je suis C'est d'accord. ce stade qui est tellement inquiétant. Le stade où je suis aujourd'hui, où je sens que c'est pas de la. Enfin, ça reste techniquement de la paper money, mais je vois que la valeur est tangible parce que je vois que mon actif génère, Ouais. tu vois, du cash flow. Donc là, je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Parce qu'en fait, ça y est, là, j'ai percé un certain mur qui est tellement dur à percer, Ouais. où l'actif que tu as créé, une boîte, c'est un actif. Donc, tu as Actif créé un que t'as actif créé. qui génère du cash flow. Ouais. Parce qu'en fait, une boîte, qu'est-ce que c'est si on le C'est une regarde action bien? quoi, qui crache des dividendes chaque Enfin, année. c'est un produit, un actif qui est censé générer du cash flow. Mais ça, c'est quand tu as atteint un certain stade. Mais donc, tu peux avoir une boîte qui, au début, génère pas de cash flow, mais tu sens qu'elle a un potentiel de générer un jour du cash flow. Mais en fait, quand tu es encore dans cette étape, dont les 95% des entrepreneurs sont dans cette étape, c'est pour ça que c'est très important de différencier. Parce que moi, à l'époque, j'étais dans ce stade, dans les fameux 95%, où tout ce que j'ai, c'est un potentiel. C'est virtuel. C'est ça qui est important de dire. C'est virtuel. Donc là, tu n'as même pas cette option dont tu parles devant ta boîte. Tu n'as rien, frérot. Ouais. Tu n'as rien. Ok. Tout ce que tu as, c'est que tu as des gens qui attestent. On est d'accord, tu as du potentiel. Boss, réalise le potentiel et on discute. Mais tu as tout le monde qui te regarde comme si tu avais déjà percé. Mais en fait, tu n'as pas percé du tout. Tout ce que tu as, c'est des gens qui viennent à noter, enfin, te confirmer via des investissements. Mec, ce que tu as fait, je suis d'accord, ça a du potentiel. Ça vaut 0 aujourd'hui, parce que ça n'a pas de valeur de rachat. Par contre, comme ça pourrait valoir 100 millions dans 3-4 ans si tu réalises le potentiel, je veux bien payer une valorisation à 10 millions, 5, 10 millions, mais c'est une valorisation qui n'est pas du tout dans ta poche. Elle n'a pas de valeur liquide. C'est une valorisation d'investissement. Et d'ailleurs, les contrats, les fameux packs d'associés, précisent bien, c'est pas ton argent. Il y a R pour toi. Et des fois, ils consentent à ce que tu te payes, mais ils attendent de toi que tu te payes une misère. Alors, une misère, toute proportion gardée. Ils vont t'autoriser 40, 50, 60K, mais potentiellement, tu vas faire une levée, tu vas prendre 10 plaques, et les mecs, ils vont te dire, c'est 45K les salaires des fondateurs, et vous n'avez pas le droit de faire du compte courant associé. Donc, les gens pensent que tu es millionnaire, et tu n'es pas millionnaire du tout. Et sur des seed rounds, très clairement, on s'attend à ce que tu ne te payes pas. Tu fais un seed round. Le seed round, pardon, explique. Seed round, c'est dans le processus de levée de fonds d'une boîte, de temps en temps, tu peux avoir même avant le seed round, un angel round ou pré-seed. Ça, c'est vraiment, on a un PowerPoint, on a une idée. Seed, c'est notre idée existe. On a commencé à vendre. Il y a un petit peu de chiffre d'affaires, mais c'est ridicule. Et tu vas prendre entre 100 et 500K sur une petite valo. Puis après, Série A, là, ça y est, la boîte fait au moins 10K de MRR, mais de nos jours, c'est plutôt 30, 40, 50K de MRR pour un Série A. Et là, c'est toujours des millions. Et donc, en général, avant la Série A, on s'attend clairement à ce que sur la levée de fonds, l'entrepreneur, ils prennent 0. Pas de salaire et pas d'argent pour lui, tu vois. Donc les gens, mais dès qu'il y a une levée de fonds, les médias adorent ça, ils adorent en parler. Mais en fait, toi, ta vie, elle n'a pas changé. Tu es toujours autant dans la merde financièrement, tu fais 0 thune, mais la discrepancy, la différence entre le fait que toi, tu fais R thune, mais tout le monde te perçoit comme un mec qui a percé, mais toi, tu sais que c'est faux.
Ça, c'est extrêmement difficile. Ça, je ne l'ai pas vu en plus. Les gens ne parlent pas trop de ça. Et puis, tu as aussi la culture du fake it until you make it, qui est très importante. Ouais. C'est-à-dire que tu dois toujours faire bonne figure. Tu peux pas montrer, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur... Pas montrer que chez toi, tu es en train de bouffer des pâtes et tout ça. Quoi. Mais c'est pas juste ça. Parce que ça, à la limite, on voit le côté tryhard, ça parle aux gens, mais c'est plutôt sur la boîte que tu crées. Tu sais très bien que tu vends une belle façade, mais derrière, c'est shaky. Mais forcément, c'est branlant, puisque tu n'as pas de thunes. Donc évidemment que ton produit ne peut pas regarder dans les yeux AWS ou Google ou quoi que ce soit, c'est normal. Tu n'as pas d'argent. Mais quand tu vas vendre ça à des top corpos, et tu crois qu'ils ont envie d'entendre, ouais, c'est un peu fait in a startup-y way, but don't worry, it's gonna hold, hopefully. Mais non, t'arrives, tu dis, les gars, c'est très simple. Notre infrastructure, elle est aussi balèze que AWS ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, la sécurité, le RGPD, c'est top notch. Don't worry, tu vois. Mais rien du tout. Rien du tout. Mais en fait, si tu fais pas ce côté où tu montres un visage face au client de we got everything covered. Bah, je le fais en anglais parce que souvent tu traites avec des anglais, tu vois. Mais tu traites pas, tu fais pas de deal. Donc du coup, tu es en permanence en fait en train de prétendre que ça va beaucoup mieux qu'en fait ça ne va. Mais c'est ton quotidien. En fait, j'ai envie de te dire, c'est ton taf. Ça, c'est ton taf. Donc ton taf, c'est de prétendre que tout va bien quand tout va pas bien, tu vois. C'est vrai que c'est marrant. Et en fait, tu as tellement l'habitude de le faire, ce pitch à des investisseurs potentiels et tout ça, c'est la folie et tout ça. Parfois, tu vois, moi, je débriefe avec mon grand frère qui est aussi qui est un entrepreneur et tout, depuis bien plus longtemps que moi. Et tu vois, je lui explique des trucs. Et après, il me dit, attends. Là, je parle pas à un investisseur. Là, moi, je veux savoir tes pain points. Je veux savoir la douleur. Je veux savoir la souffrance. Tu vois. Et là, je lui dis, OK. Et tu vois, et donc là, je débriefe vraiment de toutes les galères qu'on a et tout. Mais tu t'en auto-convaincs, en fait. Tu as tellement l'habitude un peu d'être dans le fake it until you make it qu'il y a un mec qui dit ça va. Tu dis, mec, c'est pas que ça va. c'est exceptionnel. Ouais. Donc ouais, et ça fait partie du jeu, tu vois. Mais ça, pour le coup, tu vois, je refais un parallèle avec la banque. C'était exactement comme ça en banque. Tu vois. En banque, tu devais dire, c'est très dur, je travaille comme un fou. Mais par contre, le business qu'on est en train de faire, tu vois, genre, prépare-toi. Tu sais, quand tu parlais à tes boss, quand tu allais à Londres, et toi, tu disais aux gars, à demi-mot, prépare-toi à me payer cette année, quoi. Mais en beaucoup de côté, parce que là, cette année, je suis en train de te retourner la strip, tu vois. Donc, il y avait aussi de ouf dans la banque la culture du fake it until you make it, tu vois. Donc ça, j'ai pas été dépaysé là-dessus. Mais c'est vrai que parfois, on s'en rend même plus compte qu'on est en train de le faire, quoi. Mais dans la banque, tu es quand même assis derrière une énorme institution financière versus dans l'entrepreneuriat. Un truc que tu découvres quand tu te lances, c'est que quand tu bosses dans une boîte, en particulier Goldman, tu vois, t'es pas juste toi. Tu incarnes un sales, un trader de chez Goldman Sachs. Tu as tout le poids de l'institution derrière toi. Mec, quand tu deviens entrepreneur, en fait, que ce poids disparaît et que tu n'es plus personne, tu te prends un mur. Parce qu'en fait, on est tous habitués à... En fait, tu le prends comme acquis, le fait que tu n'es pas juste toi. En fait, tu ne te rends même pas compte. Mais en fait, que la façon dont les gens te traitent, ils te traitent comme ils te perçoivent, le charisme éventuel qu'ils voient en toi, mais aussi le fait que tu incarnes cette personne de l'entité dans laquelle tu es. Goldman, par exemple, tu vois. Mais tu oublies, en fait, c'est tellement instinctif, tout comme des choses qu'à la fin du mois, il y a un salaire qui tombe. C'est normal. C'est la vie d'une personne normale. À la fin du mois, il y a de l'argent qui tombe. C'est normal. Et tu oublies qu'en fait, non, c'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Et quand tu passes en entrepreneuriat, que tu découvres que le fait que de l'argent tombe à la fin du mois, c'est non seulement pas normal, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. Et qu'en plus de ça, t'es juste toi, face au monde, t'es personne, tout le monde s'en fout de ta vie. Ça te change ta vision des choses, tu vois. Ça te change complètement ta vision des choses. Et ce qui est dingue, c'est que pendant toute l'histoire de l'humanité, ça a été comme ça. Le salariat, c'est quelque chose de très récent, c'est révolution industrielle. Mais pendant très longtemps, en fait, tu devais subvenir à tes besoins. Et le fait que tu aies des choses à la fin du mois, c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un de magique, un employeur qui faisait tomber de l'argent parce que tu avais fait ce qu'il fallait faire sur ta fiche de poste. Non, tu devais te démerder pour résoudre les problèmes de la vraie vie. Et que somehow, quand tu te démerdais pour résoudre les problèmes de la vraie vie, ça mettait à manger sur ta table et un toit sur ta tête. Et si tu n'y arrivais pas, tu étais mort. Ça a été toute l'humanité comme ça, jusqu'à il y a quelques dizaines, à peine 100 ans, tu vois, où il y a eu ce truc exceptionnel, extraordinaire, où tu as une fiche de poste. Tu remplis les trucs, tu n'as même pas besoin de les remplir, c'est bien que ça, les trucs de ta fiche de poste, et magiquement, il y a de l'argent qui tombe sur ton compte. Mais ça, tous ces trucs, j'ai jamais pensé. Jusqu'à être entrepreneur, où tu réalises que, en fait, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, pour moi. Donc, du coup, tu te dis, OK, il faut qu'il y ait de l'argent. Mais là, tu réalises que pour qu'il y ait de l'argent, les problèmes qu'il faut résoudre... Alors,
Niveau thune, justement, comment tu vas te démerder? Parce que donc, tu lèves de l'argent dans ta boîte de deep tech, mais tu dis il n'y a pas un euro qui est pour toi sur les 500 000 que tu as levé. Et c'est mis de façon extrêmement claire. Donc, comment tu vas faire? Parce que donc, tu passes 3 ans en Asie, tu reviens d'Asie, on y vient là, au Covid en 2021. Tu lances une nouvelle boîte dont on va parler juste après, mais pendant des années, tu fais quoi? Tu vis comme un moine Shaolin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu prends ma punchline? Je prends ta punchline. Tu prends ma punchline. Non, exactement. Moi, je suis un moine Shaolin, c'est-à-dire je dépense rien, mec. J'ai un burn. Alors, j'ai un avantage que tout le monde n'a pas. J'ai un appart gratuit, tu vois. Okay. J'ai un appart gratuit. Genre, mes parents, ils m'ont laissé vivre dans un appart. Donc, ça me retire 1000 de burn que les gens normaux ont. Mais derrière, mec, je vis à 300-400 balles par mois, je fais pas de sortie. Genre, si j'ai une soirée, je vais acheter de la tease avant à Lidl pour rien du tout. Enfin, tu sais, des exemples de life hacks que tu es obligé de faire comme ça, tu vois. Et donc, au début, tu vis sur tes économies, mais tu te mets un burn de moine Shaolin. Après, tu as différentes personnes qui sont plus ou moins confortables avec ça. Moi franchement, je m'en fiche de dépenser très peu d'argent. J'ai pas l'impression de manquer des choses, tu vois. Et en fait, je l'ai depuis le début, parce que même trader, quand je faisais du cash, je mettais tout de côté. Donc, du coup, j'ai accumulé. Ça m'a permis de vivre sur mes économies pendant plusieurs années, mais à un moment, tu arrives à zéro. Et là, zéro, à un moment, même si tu burnes peu, tu burnes quand même. Et donc là, tu as deux alternatives, tu as trois alternatives. Soit tu as le droit au chômage, moi, j'avais pas ça. Soit tu prends un taf, tu fais le Uber ou un truc comme ça. D'ailleurs, ce que je recommanderais à l'époque, je pensais que c'était une mauvaise idée. Je me suis dit, ça va me défocus. En fait, je pense que ça aiguise tes dents. Je pense que c'est extrêmement bien de faire ça. C'est ce que j'aurais dû faire. Troisième option, tu as la chance d'être français, tu as le droit au RSA. Donc moi, j'ai pris cette option. Parce que là, c'était terminado. Tu vois, genre, zéro sur le compte, un burn qui existe toujours. Mais moi, tu vois, c'est des trucs que je connaissais pas. Je savais même pas que ça existait. J'avais entendu parler, mais t'imagines, t'es trader à Londres, Ouais. Là, tu es là à faire les démarches du RSA, tu te prends un petit coup d'humilité dans la tête, quoi, tu vois. Et là, tu t'es pas dit qu'est-ce que je fous? J'étais trader à Londres et de ça, machin, et là maintenant je suis au RSA. Et quand des gens me disent tu veux faire quoi? Je fais milliardaire, et la vérité, regarde, t'es au RSA. Bah ouais, là, tu te poses des questions, mais. C'est un truc que t'avouais que t'étais au RSA? Non, ta famille, tu dis quand ils te demandent, tu sais, au début, ils disent est-ce que tu te payes? De toute façon, c'est simple, hein. Tu vas voir ta famille, surtout quand tu faisais un taf qui payait bien avant, et surtout si tu viens d'une famille de base, ça fait pas non plus beaucoup d'argent. C'est pas genre salut, ça va, c'est alors tu te payes, ça va, tu fais du cash. Mais ils ont raison en vrai, hein. Moi, je pense qu'ils ont raison. Et du coup, la claque, c'est là où en fait tu retournes sur terre. Tu te rappelles ce qu'on disait, fake it until you make it. Tout le monde pense que tu perces, mais en fait, la réalité, c'est pas ça. Retourne à la réalité. Ta famille, tu es là à Noël, alors tu te payes, tu es le repas de famille, il y a tout le monde autour de la table. Et là, tu dis quoi? Un Noël, tu dis non, tu dis c'est le début, t'inquiète pas. Deuxième Noël, alors tu te payes toujours pas. Et là, à un moment, tu commences à mentir. Parce que tu veux pas devant tout le monde dire machin, et puis les gens ils commencent à dire mais je t'avais dit, tu devais pas, machin. Déjà, même toi-même, tu as des questionnements internes. Ouais. Donc, si en plus, tu as toute ta famille qui te. Ouais. Tu vois, donc là, tu commences à mentir. Ouais. Et du coup, ça devient de plus en plus complexe, etc. Et. Un autre truc aussi où... Ouais. Tu te payes, qu'est-ce que tu fous avec un t-shirt troué de merde là? Ah oui, non mais j'aime bien, c'est un nouveau style et tout. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Ce moment, justement, c'est là où je te dis c'est important de différencier le moment où tout ce que tu as, c'est du potentiel et justement, tu peux pas te faire racheter au moment où tu as passé ce cap du potentiel. Parce qu'en fait, quand tu as passé ce cap du potentiel et en effet, ta boîte a de la valeur liquide, en général, tu fais suffisamment de cash flow pour le fait que si tu veux te payer, tu peux. Il y a de l'argent dans ta boîte, il y a du cash flow, il y a de l'argent qui rentre. Et là, c'est tellement libérateur. Il y a des entrepreneurs qui arrivent plus vite que d'autres. Moi, ça m'a pris plus de temps, mais moins de temps que d'autres. Hein. Enfin, il y en a qui arrivent jamais. Tu vois. Mais quand il arrive. Alors, parlons-en. En 2021, tu arrives, tu rentres en France. 2020, pardon. Covid. 2020, ouais, Covid. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment tu vas passer de ce truc, j'ai un potentiel, à je commence à cash in, quoi? Donc, du coup, moi, je crée un premier SaaS. SaaS, c'est un logiciel. Hein. On peut appeler ça un logiciel. C'est un logiciel que tu vends à d'autres gens. Tu vois. Et donc, les gens, ils n'ont pas besoin d'installer ton logiciel pour l'avoir. Ils s'inscrivent et c'est bon, ils utilisent le logiciel. C'est juste ça que ça veut dire un SaaS. Donc, je crée un premier SaaS, B2B. Je venais de la santé avec la première boîte dont on a parlé. Donc, c'est un truc dans la santé mentale que je vends aux boîtes. Ça s'appelle Myriad. Et donc, tu te rappelles, je t'avais dit, j'avais rencontré un Chinois en Chine, qui est devenu mon associé. Bon, lui, c'est l'ancien CTO de Decathlon. Et c'est un ingénieur brillantissime et qui, du coup, avait une équipe de dev parce que lui-même, il montait des startups. C'est un Elon Musk version Chine. Il est brillantissime, tu vois. Et du coup, on fait un deal. Donc, je suis avec Théo, un pote à moi, deux dauphines, et donc lui, on est tous les trois. On se dit avec Théo, nous, on va vendre.
Et lui, il va s'occuper du produit, du développement informatique, tu vois. Donc, il me staffe une équipe de dev, vraiment des monstres, des mecs ultra chauds. En Chine? Ouais, en Chine. Ok. Et donc, du coup, on arrive très vite à avoir notre produit. Donc, on est très content. On commence à vendre notre produit. Mais là, il me dit, bah, voilà, on a le produit, mais là, les devs, je les paye tous les mois, là. Faut les staffer, tu vois. Donc, du coup, à un moment, on dit, bah, le produit, il est prêt. On ne sait pas comment les staffer. Donc, nous, on lui dit instinctivement, bah, vire-les ou, tu vois, démerde-toi, tu vois. Ouais. Et là, il me dit, attends. Je crois que tu n'as pas compris. Avoir une bonne équipe de développeurs, c'est rarissime. Des mecs qui exécutent aussi vite que ça et que tu as le bon problème de tellement les mecs, ils ont exécuté vite, tu sais pas comment les staffer. Je crois que tu réalises pas à quel point c'est difficile d'avoir ça. Donc, il m'a dit, tu te démerdes, mais ça fait partie de ton deal que tu me staffes les devs. Et donc là, vraiment, gros stress, parce qu'au départ, qu'est-ce que je fais? Bah, vraiment, je fais de la feature pour la feature, tu vois. Et donc, du coup, je me détourne du go-to-market, de la vente de mon logiciel, pour trouver des choses à faire à mes devs. Mais je me dis tout de suite, attends, là, c'est n'importe quoi. Là, je suis en train de bosser pour mes devs, je fais n'importe quoi. Il faut que je vende mon software. Mais en plus, tu es en train de saigner de fou, non? Tous les mois, tu perds masse de thunes à payer ton armée de C'est dev. ouf, t'as un burn de malade, tu vois. Donc très vite, on se dit, putain, il faut qu'on résolve ce problème. Mais notre associé a été assez clair et on a confiance en lui. C'est un mec plus expérimenté que nous. On a confiance en lui que si lui, il nous dit qu'on ne peut pas se séparer d'eux, on ne se sépare pas d'eux. Donc j'avais intégré Station F. Si tu veux, on reviendra après sur Station F. Donc j'avais beaucoup de potes entrepreneurs autour de moi. Donc j'ai commencé à dire à mes potes, tu sais, Station F, c'est simple, hein, la population type, c'est l'entrepreneur sales qui a des grandes visions mais qui sait rien faire. Enfin, qui sait rien faire. Pas du tout, tu vois, mais un peu comme moi, c'est-à-dire que tu n'es pas technique, c'est-à-dire que tu as des grandes visions, mais concrètement, tu es incapable d'exécuter cette vision sans des mecs techniques. La plupart des gens font du logiciel, tu as besoin des mecs qui dev, tu vois. Donc c'était extrêmement intéressant pour moi. Tu avais tous ces gens autour de moi qui avaient des très belles visions, qui étaient brillants, qui étaient des bons sales, mais qui n'étaient pas capables d'exécuter leur vision. Donc je leur dis, bah, écoutez les gars, moi je vous prête mes devs. Vous avez confiance en moi, regardez mon soft, il est au top. Je leur montrais, je leur dis, bah, tu veux un truc comme ça, je te prête mes devs. Je te prête mes devs, je te les loue, tu vois. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et je me dis, bah écoute, génial, ça me soulage le fait que j'ai plus besoin de les staffer. Et en plus, ça paye mon cash flow. Donc je suis très content, tu vois. Et je continue de faire mon SaaS. Jusqu'au moment où tu te rappelles, donc avant, on en a parlé longtemps, donc j'étais trader. Et l'un des mecs qui faisait c'est le mec qui faisait le plus gros PNL en individuel de tout le desk. Et franchement, c'est un des plus gros pourvoyeurs de PNL sur la street, hein, sur du structuré. Vient me voir. Et il me fait, écoute, Anthony, je sais que tu es dans la startup et tout, j'ai une idée de fintech, mais voilà, ça fait 1 an que je bosse dessus. J'ai mis 1 500 000 avec une équipe et j'ai toujours pas de MVP, ça me paraît bizarre. Déjà, le mec... MVP? Minimum Valuable Product. J'ai toujours pas de produit, j'ai pas de version, tu vois. Déjà, tu comprends que le mec, il peut encaisser 1,5 million et tout ce que ça lui fait, c'est de se dire, oh, c'est bizarre, j'ai mis 1,5 million out of pocket, ça me paraît beaucoup. Donc, le mec, il est à l'aise, quoi. Ouais. Mais par contre, moi, je lui dis, ah, mais non, mais mec, pas du tout, en fait. Genre, 1,5 million, t'as pas de produit, vas-y, pitch-moi un peu ton truc. Il me pitch. Je me dis, ok, c'est ambitieux, c'est très cool, mais jamais de la vie 1,5 million et encore moins 1 an, tu vois. Ouais. On fait une évaluation avec mon associé, on se rend compte, nous, on pense que pour 75 000 balles et en 3 mois, on le fait. Et on s'engage là-dessus. Avec les devs en Chine. On s'engage contractuellement là-dessus. Donc, t'imagines, on prend des risques. Et mec, on ship, on délivre. Et là, on se dit, en fait, c'est pas dans nos têtes. En fait, on est vraiment chaud à dev du produit. Donc, en fait, ton associé en Chine, il avait eu le nez creux. Et effectivement, il avait une équipe d'enculés, quoi. D'enculés, ouais. Okay. D'enculés. Et donc, du coup, bah, on exécute le trade, on réussit. Et là, on se dit, on se regarde et tout, on se fait, écoute, on a un SaaS qui fait un PNL anémique, on fait péniblement 250K d'ARR avec 254 coûts. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on a la boîte. Et là, on a un truc où on arrive à générer des PNL de ouf, tu vois. Mais en fait, on a ce problème, c'est que c'est comme, tu vois, si tu as bossé dans un Morgan Stanley, un Goldman Sachs, c'est difficile d'aller chez Natixis parce que tu te dis, bah non, moi, je fais des trucs prestigieux. Et ben, dans l'entrepreneuriat, tu as un peu ça. Et c'est la différence entre les gens qui lancent des produits, qui font des SaaS, et les gens qui lancent des services. Parce qu'en fait, c'est un peu, je t'avais parlé de cette analogie, hein, tu vois, c'est un peu, tu as le chercheur d'or qui va chercher de l'or et essayer de réussir ses rêves. Et puis, tu as un peu les mecs qui vont faire des pioches, qui vont faire un stable business, ils font du service. Moi, je vends des pioches à des chercheurs d'or. Ouais. Je vais jamais taper le million, mais je vais vendre des pioches, tu vois. Bah, les mecs qui font du service, c'est littéralement ça. Et donc, en fait, nous, on a honte de se dire, mais attends, on était des chercheurs d'or, et là, on est en train de se respécialiser en fait, à aider d'autres gens à réaliser leurs rêves en leur faisant des bonnes pioches. Et là, tu vois, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a mis tellement de temps à réaliser, alors que plein de gens me disaient, mec, tes devs, ils sont trop chauds, est-ce que je peux les embaucher? Moi, je disais, mec, pas du tout, en fait.
Tu vois, genre, pas du tout. Ouais. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'au fond, nous, on savait, mais on ignorait parce qu'on voulait rester dans ce côté prestigieux. Nous, on fait du SaaS, on fait des trucs de dingue. On n'est pas du tout des mecs qui faisons du service, tu vois. Donc, on a retardé le truc, mais à un moment, face à l'évidence, et au moment où le temps passe et que là, on voit qu'on peut faire du cash flow, on lance Zetos, de 0 to 1 Studio, en se disant, en fait, ce qu'on a fait comme proxy pour nous regarder dans le miroir et nous dire on est prêt à faire du service et mettre de côté le rêve de chaque entrepreneur de trouver le filon d'or, qui est donc la top idée, tu vois, que ce soit logiciel ou autre, tu vois. On se dit deux choses. On se dit, premier truc, le milieu des gens qui font du service, en général, c'est quand même des rapaces. Les mecs prennent pas de risques et ils traitent face à des chercheurs d'or qui sont obsessionnels, passionnés. Tu peux les avoir, tu vois. Tu peux leur vendre du rêve, leur dire « Oh mec, ma pioche, t'inquiète même pas, mec, elle sent quand il y a de l'or, t'inquiète même pas, tu vois. » Okay. En fait, pas du tout, tu vois, pas du tout. Et t'as plein de gens qui vendent du service et arnaquent complètement les entrepreneurs, alors qu'eux, ils sont dans une position où ils prennent aucun risque et l'entrepreneur, il est mis full risque, mais jusqu'ici, tu vois. Ouais. Donc nous, on se dit comment on peut changer ce paradigme en retirant les risques de l'entrepreneur, parce qu'on l'a été dans cette place et... les pauvres, quoi. Enfin, et on pense à nous, tu vois. On se dit, comment je pourrais faire le produit que j'aurais voulu avoir? Donc, on se dit, il y a deux principaux risques quand tu fais du service, en particulier sur du dev. Tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça termine. Le mec te dit, t'inquiète même pas, je vais dev ton software, c'est 5 000 par mois. Et 5 000 par mois, c'est 15 000 par mois. Sauf en fait, c'est 15 000 par mois, mais combien de temps? Ah, mec, on a rencontré un roadblock, machin, t'inquiète, ça continue. C'est comme ça que le client dont je te parle, il s'est retrouvé à payer 1,5 million. C'est les mecs qui lui ont donné un prix. Pas dit au début, ça va être 1,5 million. Ils n'auraient jamais close le deal. Ouais. Donc les mecs, ils te vendent un petit truc, mais en fait, ça s'arrête jamais. Donc on se dit, nous, c'est simple. On te dit le prix à la base. Si on misprice, c'est pour nous. C'est-à-dire que si je te dis c'est 20K pour ton soft, et qu'en fait, je me rends compte, putain, mais jamais de la vie, je peux développer pour 20K, ça va me coûter 30K, c'est mon problème. Okay. J'ai mispricé, j'assume mon misprice. Donc tu n'as aucune incertitude de prix. Et l'autre problème, c'est l'exécution. Je peux te donner un truc, mais dégueulasse. C'est-à-dire, mais j'ai fait ton soft, mec. Ouais. J'ai fait ton soft, mais le truc est dégueulasse. C'est un site de l'URSS. Ouais. Un truc de l'URSS, tu vois. Je vois quel rêve tu veux. Et donc, du coup, et je me dis, non, ça, c'est pas possible. Quand moi, je vais faire un soft, de manière générale, quand je vais exécuter quelque chose pour quelqu'un, c'est pas moi qui décide que j'ai terminé le travail, c'est lui. Moi, je peux pas dire j'ai fini le taf. Tant que lui, il n'a pas 100% de satisfaction, je continue de bosser. Donc, je retire l'incertitude de prix et l'incertitude d'exécution. Et je me dis, là, je peux me regarder peut-être en face. Mais même là, je me dis, c'est pas assez parce que, ok, certes, j'ai raffiné jusqu'à l'extrême le fait de faire des pioches dans lesquelles je fais une assurance qualité à la fois sur satisfaire, rembourser, c'est un peu l'équivalent du prix, mais aussi la pioche, je te garantis qu'elle va creuser exactement comme je t'ai dit, tu vois. Mais à la fin, je fais quand même des pioches. Ouais. Tu vois, j'ai enjolivé le truc, mais je fais quand même des pioches. Et nous, on ne pouvait pas renoncer au fait on veut chercher de l'or. Donc, on se dit, mais attends, ok, les premiers SaaS, les premières idées qu'on a eues, on n'a pas été très bons. Ou en tout cas, je pense que les idées n'étaient pas ouf, tu vois. Tu peux toujours te poser la question sur l'exécution, mais quand je regarde big picture, les marchés qu'on a attaqués, on était quand même un peu junior parce qu'on aurait pu se rendre compte que ce soit sur le go-to-market ou la taille du marché, on n'a pas choisi les meilleures idées. Donc on se dit, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se refait une santé, on fait du cash flow, mais derrière, on utilise nos devs pour lancer des idées. Ouais. Et en particulier, on va en arriver, je pense, au sujet, tu voulais en parler, mais en particulier avec l'IA qui arrive, il y a des opportunités de dingue qui émergent. Et en fait, on va développer des logiciels en même temps qu'on va faire du service, tu vois, des logiciels propriétaires. Donc, alors, on va parler de l'IA tout de suite. Mais ouais, en gros, donc aujourd'hui, Zetos, tu disais, c'est 200K de MRR à peu près, c'est ça hein, un peu moins, mais pas loin. Un peu moins, ok, d'accord. Donc, ça fait du cash. On va dire 2 millions par an. Voilà, donc ça fait de l'argent, quoi. Ça fait de l'argent. Avec des belles marges. C'est un business qui est structurellement EBITDA positif, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as des coûts X et tu revends Y. Okay. Et si tu fais bien ton taf, tu revends Y plus cher que X. C'est pas du tout ça dans le SaaS. Okay. Le SaaS, c'est tu crées une infrastructure avec des coûts énormes. C'est ça en plus qui est tellement trompeur dans le SaaS. C'est que tu es toujours en général à 90-95% de marge brute. Parce que c'est quoi tes coûts? C'est rajouter un mec sur un serveur AWS. Des fois, éventuellement, tu as quelques coûts, mais ça coûte rien. Mais en fait, pour que cette infrastructure fonctionne, tu as combien de sales? Tu as combien de devs? Tu as combien de machin? Donc en fait, tu as des coûts structurels à je sais pas combien de millions. Alors oui, chaque nouvelle licence, tu fais 95% de profit dessus. Mais combien de licences tu dois vendre avant de faire du cash? Dans un business de service, c'est pas ça. Tu fais du service. C'est-à-dire que chaque nouveau service que tu exécutes te coûte X, mais tu le revends Y qui est plus cher. Donc, day one, tu es rentable.
Ouais, d'accord. C'est ça qui est génial. T'as pas des coûts fixes de malade qu'il faut compenser avec plein de revenus marginaux qui sont effectivement énormes sur chaque trade, mais il faut en faire Mais il faut plein. en faire combien, tu vois? Ouais. Alors C'est toi, comme faire une usine de bagnole. Tu fais une usine de bagnole, tu dois mettre 2 milliards sur la table pour voir ton usine de bagnole. Ouais. Alors oui, chaque nouvelle bagnole, elle est bien margée, mais combien de bagnoles tu dois faire? Ouais. Ok, je comprends, très clair. Ok, donc tu as cette boîte-là et tu te dis, bah voilà, je développe plein de projets, des pioches pour plein de chercheurs d'or, mais moi aussi, je pourrais être un des chercheurs d'or, finalement, être un peu une sorte de Utiliser client ma de la propre boîte. pioche. Ouais, C'est ça. ouais. Ok. Et donc, alors parlons-en, et un peu, c'est intéressant d'en parler, parce que j'en ai jamais parlé, je crois, depuis le début, un peu de l'IA. Ouais, qu'est-ce que ça change pour toi, l'IA, aujourd'hui? Est-ce que c'est une révolution technologique, l'IA, comme on n'en a jamais vécu de notre vie, quoi? Mec, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est jamais arrivé de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il y a une innovation technologique qui change les choses, mais la façon dont l'IA change les choses, ça n'est jamais arrivé. Les opportunités que ça crée, ça n'a jamais existé à ce niveau. Je te donne, enfin, avant de rentrer dans le détail, je te donne des exemples, tu vois. Tu as des mecs qui ont créé une boîte qui s'appelle Cursor, qui est un copilote de dev. Ils sont 4. Mec, il drop le MIT pour lancer la boîte. Il la lance en 2024. En 6 mois, et mec, la boîte, elle vaut 9 milliards. T'as 4 mecs. Ok. Et tu fais 9 milliards divisé par 4. Voilà. En 6 mois, il doit monter un truc qui vaut 9 milliards. C'est quoi la boîte, en fait? Elle fait quoi? C'est un copilote de dev. Ça veut dire quoi? Ça rentre dans ton dev, dans ton GitHub ou peu importe, tu vois. Et derrière, tu lui parles en langage naturel. Et à partir de ça, en live, par exemple, tu lui dis, ah, écoute, là, tu peux optimiser ce snippet, enfin, cette partie de code parce que ça s'exécute trop lentement. Et hop, elle te le fait sur ton propre code. Éventuellement, tu retravailles dessus, tu vois. Ou est-ce que tu peux me débugger telle partie? En fait, donc tu parles en langage naturel avec cette IA tu qui donnes vient t'aider à faire un ton peu, code. quoi, et tu lui dis, voilà, moi, j'aimerais que tu optimises là ce truc-là qui merdouille. Et elle le fait plutôt bien. Ok. Et donc, tu vois, des choses comme ça où tu peux avoir des idées, réussir à... Et tu vois, ils n'ont pas créé une IA. C'est construit au-dessus de moteurs. Tu vois, est-ce que je dois expliquer ce que c'est un LLM ou pas? Je dois tout expliquer. Ok, donc en gros, quand tu utilises ChatGPT, c'est basé sur un LLM, donc un Large Language Model, qui est un peu le moteur. ChatGPT, c'est l'une des applications de ce moteur qui te permet d'interagir avec cette IA via un chat en langage naturel. Langage naturel, c'est-à-dire comme on se parle, toi et moi. Tu vois, c'est l'un des grands changements du paradigme homme-machine. De tous les temps, c'était à nous de nous adapter aux machines. La façon dont on recherche sur Google, c'est devenu instinctif, mais quand tu recherches sur Google, c'est pas comme que tu parles. Restaurant, Paris, ouvert lundi. Tu vois, tu parles pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Et genre, quand tu commences à rajouter des critères et je veux que ce soit latino, machin, ou qu'il y ait une bonne ambiance, là, ça marche plus sur Google. Ouais. Et en fait, ce qui se passe avec l'IA, c'est que le paradigme machine a changé. Tu parles à l'IA comme... Enfin, c'est l'IA qui s'adapte à toi. Tu lui parles de façon normale. Et donc, du coup, ChatGPT, c'est une de ces applications, mais plein de logiciels que tu vois arriver aujourd'hui qui sont plutôt sympas, c'est pas vraiment de l'IA. C'est des logiciels qui utilisent ces fameux moteurs, les LLM, pour créer des applications complètement démentielles qui te paraissent extraordinaires, mais c'est pas eux-mêmes qui font l'IA, tu vois. Ok. Et donc, c'est ça qui crée des opportunités de dingue. Donc, Cursor, c'est ça. Cursor, c'est des mecs qui utilisent la puissance du moteur. Alors, je sais pas s'ils ont pris OpenAI ou autre, tu vois. Donc, c'est juste une interface. C'est qu'une interface. Alors, bien travaillée, tu vois, mais c'est une interface. Eux-mêmes, ils n'ont pas créé une IA en tant que telle. La barrière à l'entrée aujourd'hui de créer ton propre LLM, c'est 1 milliard. Ouais. Tu vois, de créer un moteur, c'est 1 milliard. Mais de créer des applications là-dessus, mec, c'est 0 €. En fait, tu peux utiliser le plein pouvoir de ces choses-là et créer des applicatifs complètement qui ont l'air, mais quand tu les utilises, tu te dis, mais attends, mais c'est exceptionnel de pouvoir faire ça. Et en fait, tu as fait ça entre potes en quelques mois, en faisant des bons agents IA, tu vois, et qui arrivent à faire des applicatifs. Mais ça change la life des gens. Ouais. Et très vite, ça peut devenir viral et faire énormément d'argent, tu vois. Ouais, si je fais le parallèle par rapport à ce que tu expliquais avant, où tu parlais de la deep tech, où il faut un investissement énorme pour passer une certaine barrière à l'entrée, pour pouvoir commencer à faire ton go-to-market, là, aujourd'hui, on a tous accès avec 0 € à un truc qui vaut des milliards, en fait, d'investir pour créer une IA. Et juste en créant une interface de cette IA qui va, développer un potentiel de l'IA pour aller trouver certains clients, on peut monter une boîte en quelques mois qui vaut plusieurs milliards, quoi. Si tu regardes un peu les grands cycles technologiques, années 60 à 80, c'est le début de l'ordinateur. Les Apple, les Microsoft, tu vois, ça c'était le premier grand axe technologie. Années 80-95, c'est le début du concept du logiciel, tu vois. Tu as des premiers logiciels qui arrivent, les Windows, les machins. 95, 2000, 2010, tu vois, ça c'est le début d'Internet, Web 2.0, c'est un peu le web tel qu'on le connaît aujourd'hui, tu vois. Donc tu as les premières boîtes qui se créent là-dessus. 2010-2020, c'est l'explosion du SaaS.
Et 2020 et au futur, la nouvelle opportunité, c'est l'IA. Et donc là, ce qui va se passer en fait avec l'IA, c'est que tu regardes tous les progrès technologiques qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. Tu as des interfaces qui ont été faites sur le paradigme ancien, à savoir, c'est à toi de t'adapter aux machines que tu utilises et de parler un langage que cette machine va comprendre. Et tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ça a été pensé comme ça. Et l'opportunité exceptionnelle qui existe aujourd'hui et qui va exister pendant 18 à 36 mois, tu vois, c'est de repenser tous ces logiciels, toutes ces machines, toutes ces choses qu'on utilise aujourd'hui sous ce paradigme qui a existé de toute notre vie et de changer ce paradigme en disant, en fait, la façon dont ça fonctionne Jarvis dans Iron Man, c'est comme ça que je veux utiliser mes logiciels. Je ne veux pas avoir une interface compliquée. Moi, je veux parler, que ce soit à la voix ou par chat, dire « fais-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi cela, montre-moi cet écran ». C'est comme ça que je veux interagir avec les machines. Et en fait, tu prends des business qui marchent déjà. Tu n'as même pas des nouvelles idées. Tu n'es même pas en train d'essayer d'inventer un truc où tu n'es même pas sûr que ça va marcher. Les gens, ils faisaient déjà du dev. Les gens, ils faisaient déjà ce que je t'ai décrit dans le curseur d'optimiser leur code. Mais tu leur dis, au lieu de le faire comme ça, en galérant, en allant sur, je sais pas, des Reddit ou des machins pour dire, ouais, j'ai un problème avec tel code et je sais pas quel forum, Discord ou quoi que ce soit pour trouver de l'aide avec d'autres devs, tu demandes à une IA. Et boum, ça fonctionne. Et c'est déjà les gens faisaient déjà ça. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a jamais eu de l'histoire une opportunité de devenir milliardaire aussi rapidement, quoi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je vais dire même plus que ça. Si vous regardez là, ce podcast et vous pensez que vous avez une top idée, vraiment une top idée, mais vous n'avez pas forcément la compétence de la développer et vous pensez que vous avez un unfair advantage. C'est-à-dire que vous voyez que, putain, si moi là, j'ai ce truc-là, je pense que je vais faire un banger, venez me voir, je le développe gratuit pour vous. On s'associe, je le fais gratuit. Et là, c'est ce que je commence à faire à grande échelle. J'ai déjà lancé plusieurs SaaS comme ça, où des mecs viennent me voir. À la base, ils voudraient, ils explorent des solutions, ils voudraient me payer pour faire mon truc. Et ils me pitchent l'idée, ils se présentent aussi. Je lui dis, mec, c'est simple, si tu veux là, on s'associe, on le fait gratuit, on va créer une boîte, elle va valoir 100 000. T'es chaud ou pas? Certains disent non. Pour l'instant, j'avoue, tous ont dit oui. Tous ceux à qui j'ai fait la propale de dire viens, on s'associe. Moi, je trouve que ton idée, c'est un banger. On va le faire comme ci, comme ci, comme ça. Moi, j'ai une équipe de monstres. Et toi, tu m'as l'air d'avoir un unfair advantage sur le go-to-market. Ils ont toujours dit oui. Donc là, tu es en train de monter des tonnes de boîtes, en fait, quoi. C'est ça. Et parce qu'en fait, c'est devenu possible. J'ai une top équipe. Hein. C'est ça qui me donne cette possibilité. Mais aussi parce que tu as des gains d'échelle. En fait, en gros, une chose que tu entends beaucoup là en ce moment, c'est le prix de la ligne de code, il a été divisé par 10 000. Ouais. Par 10 000. Tu n'as pas souvent eu des moments où... Et ça, c'est en quelques mois. Il y a un an, ce que je t'ai dit, ça ne voulait rien dire. En quelques mois, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que en gros, la capacité que tu as de nos jours à lancer de nouveaux produits, c'est la barrière à l'entrée, c'est considérablement réduite. En revanche, la facilité de faire des go-to-market, c'est pas forcément plus simple aujourd'hui que ça n'était hier. Même pas du tout, en fait. C'est toujours aussi difficile aujourd'hui que ça a été hier. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très preneur de m'associer avec des gens qui ont des unfair advantage, parce que je leur dis, écoute, moi, je m'occupe du dev et je nous fais un produit world-class level. Toi, tu as cet unfair advantage pour faire un go-to-market. Ouais. Associons-nous, tu vois. Ouais. Et donc, je dis, là, je commence à faire ça. En fait, notre idée, c'est tous les mois s'associer au moins à une nouvelle personne, tu vois. Ok. Et après, on fait aussi des trucs nous-mêmes. On a des idées, là, on a une idée sur laquelle on bosse. Et on fait nos propres idées qu'on go-to-market nous-mêmes, tu vois. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière cet objectif de « je veux être milliardaire » ? Tu vois, tu dis là depuis le début, moi, je veux être milliardaire. Qu'est-ce que c'est derrière ça ? Parce que milliardaire, tu vois, je pense qu'on est d'accord, une fois que tu as des dizaines de millions, t'es bien, tu vois. T'es bien, tu vois, même avant 10 millions, je pense que t'es très bien. Mais même que 5 000 nets, t'es très bien. Oui, mais bon, en patrimoine, tu vois, de te dire, j'ai plus de net, je veux plus bosser et tout ça. Mais milliardaire, pour moi, c'est autre chose. C'est quoi, en fait ? Si tu veux changer le monde, tu veux envoyer, tu parlais de foutre des bagnoles qui tournent autour du soleil, genre, si tu veux être Iron Man et avoir un Jarvis et tout ça, une IA à qui tu dis ta journée en mode, tu me prends rendez-vous avec un tel machin, genre, c'est quoi, en fait, derrière, tu vois, qu'est-ce qui se cache derrière cet objectif de je veux être milliardaire ? Donc, tu te rappelles, moi, je t'ai dit, j'ai démissionné, je lisais des bouquins dans l'entrepreneuriat. Je vais te dire très précisément quand est-ce que j'ai démissionné. C'est quand j'ai lu dans la biographie d'Elon Musk le côté où il est dans cette soirée à Stanford et il pense aux 5 problèmes de l'humanité. Et le mec, il parle des 5 problèmes de l'humanité. Il dit, je comprends pas, quand je vois les efforts, les boîtes qui sont créées, c'est pas dans ces 5 trucs. Il devrait y avoir que ces 5 trucs, tu vois. Donc, je vais le faire. Et là, frérot, le lendemain, je dis à mon boss, I quit. J'ai même pas d'idée. Je vois ce truc-là, je fais, mais qu'est-ce que je perds mon temps là ?
je perds mon temps. Donc ton boss, tu lui dis, est-ce que je suis en train de résoudre les 5 problèmes de l'humanité? Voilà. Non, donc je dégage. Je lui dis pas ça, mais en gros, je me casse, tu vois. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est trouver, et j'en ai pas encore. J'anticipe ta question, mais j'ai pas encore trouvé quel problème j'ai envie de résoudre, mais je veux résoudre des problèmes d'échelle planétaire. C'est ça qui me fait kiffer. Je pense pas que c'est de la mégalomanie. En tout cas, j'ai pas analysé, je suis pas trop dans l'introspection, ces trucs comme ça. Ce qui est certain, c'est que c'est ça qui me fait rêver. Tu vois, c'est mon driver depuis le début. Et donc, je fais quand même le proxy que pour résoudre des trucs comme ça à l'échelle planétaire, le ticket d'entrée, c'est pas 10 millions, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je veux être milliardaire. C'est pouvoir adresser des problèmes qui, j'estime, sont pas assez bien adressés et qui, du coup, ont besoin de beaucoup d'argent pour être adressés. Ça, c'est le kiff ultime. La probabilité que j'y arrive, elle est à zéro. Hein. Enfin, pas à zéro, du coup, elle existe. Mais en tout cas, c'est ça qui me drive. Tu vois. Moi, c'est ça qui me drive et qui m'a fait vouloir être entrepreneur. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu voudrais dire aux personnes, tu vois, qui ont regardé l'épisode et qui se voient en toi ou qui s'identifient à ton parcours? Alors, je le rappelle, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tu fais beaucoup de keynote à Station F. Tu es souvent sollicité sur des programmes pour faire la keynote d'intro dans la master stage là, qu'on connaît bien. Tu mentors, voilà, tu es le mentor de beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas. Enfin, dans ce milieu, tu es assez connu dans ce milieu-là, mais voilà, quel serait le conseil que tu voudrais donner à la personne qui nous a regardé et qui s'identifie dans ton profil, quoi? Donc, aller vers le CA, écouter le feedback des gens qui payent et vérifier si ton business, a priori, ça va valoir le sang et les larmes qui ne manqueront pas d'arriver en faisant un petit business plan de coin de table. Mais vraiment, un truc, tu fais ça en 2 heures. Hein. En 2 heures, normalement, tu as dû plus ou moins identifier, a priori, si c'est intéressant. Et dernier point important, oui, et vérifier si tu es en capacité de vendre ce soft. Ouais, okay. Si jamais, mets-toi en projection de est-ce que je suis capable de vendre ce soft. Ouais, ok. Si tu as répondu à toutes ces cases, tu te rends pas compte à quel point tu as résolu. C'est une équation tellement complexe, l'entrepreneuriat, la réussite, est-ce que ton idée va marcher? Si tu as une réponse très bonne, sans faux semblant, à chacune de ces questions, la probabilité, elle est toujours pas à 100 que tu réussisses, mais tu peux pas savoir à quel point comparativement, elle est plus élevée que la plupart des gens. Et ça, petit 1, c'est gratuit. C'est accessible à tout le monde. Tu es au RSA, tu peux faire ça. Petit 2, tu as besoin d'avoir fait aucune étude. Tu as un BEP ou juste un bac général, peu importe en fait, peu importe. Tu as la tête bien faite et c'est tout, tu peux faire tout ça. Donc en fait, tu peux arriver à un point dans lequel tu es dans une situation de quasi levée de fonds, tu es quasiment en train de faire du CA et ça sent très bon la réussite, gratuitement, sans aucun background nécessaire. Ouais. Et ça, tu vois, mais tout le monde peut le faire. Ouais. Tout le monde peut le faire. Et je suis sûr qu'il y a, je sais pas combien de coachs en ligne qui te vendent des trucs, mon machin, mon truc, qu'on appelle ça là. Mon système, sans faille, machin. Ouais, mon e-book. Mon e-book. David Tapoche. Mais en fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu vois. Juste, tu fais un truc comme ça, c'est 4 questions assez instinctives. Quand tu te poses, tu te dis, c'est du bon sens, tu vois. Et tu fais ça, et mec, tu peux pas savoir à quel point tu te mets dans les bons rails vers le succès. Encore une fois, c'est pas une garantie de succès, mais la probabilité est élevée, tu vois. Écoute, merci beaucoup pour toute cette valeur. Je pense que tu as fait gagner du temps à plein d'entrepreneurs déjà avant de venir sur le podcast, et je pense que tu vas en faire gagner beaucoup voilà, à tous ceux qui se lancent, de se poser ces bonnes questions-là, parce qu'effectivement, la réponse peut faire mal, mais en tout cas, c'est bien de se les poser. Écoute, moi, je suis hyper content de t'avoir reçu. Je pense que tu es la première personne qui vient sur Talk Show Métier de Rêve qui ose me dire dans les yeux « je veux être milliardaire ». Tu vois, donc, ah ouais, ça, c'est fort. Ouais, je pense que… ouais, carrément. C'est cool de… On voit que tu as une énorme ambition et on voit que tu l'assumes, tu vois, ce qui sont 2 choses, parce que souvent on a honte aussi parfois de l'ambition qu'on a, tu vois, surtout, en France, c'est pas un truc hyper bien vu d'être méga ambitieux, on confond ça avec l'arrogance ou quoi, tu vois, et je pense pas que ce soit le cas. Mais donc respect pour ça. Si les gens veulent te retrouver, tu as donné plein de conseils, ou si les gens d'ailleurs veulent monter un business avec toi, ils peuvent te retrouver donc du coup sur LinkedIn plutôt, Antonio Cifuentes. Ouais, ça, très bien. Parfait. Et voilà, et encore une fois, voilà, merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi l'épisode. Et je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide beaucoup dans le référencement du podcast. Voilà.